Hello, hello, bonsoir à tous les amis, bienvenue pour ce deuxième jour. Je vois qu'il y a déjà plein de monde dans le chat, je vois que vous êtes à fond ce soir. Est-ce que tout est OK pour vous? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Mettez-moi le petit mot dans l'espace commentaire sur le côté, le temps que tout le monde arrive. OK, j'ai Jamshed qui me dit oui, Slalou qui est là, salut! Olivier, bonsoir. Jocelyne, bonsoir. Patrice également. Marc, Nadine. Oh, ça y est, là, ça arrive. Vous êtes nombreux ce soir. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus nombreux encore que hier soir. Pourtant, il y avait déjà pas mal de monde hier soir. Donc, on va commencer cette deuxième journée du challenge. Apprenez l'achat-revente pour gagner 10 ans de loyer d'ici l'année prochaine. On est en début d'année. Ça tombe bien. Vous avez quasiment un an pour faire votre opération d'achat-revente. Et on va le voir dans la conférence de ce soir. Quelques mois suffisent pour pouvoir faire une bonne opération. Je vous présenterai une opération que j'ai fait là courant 2022 qui s'est débouclée en fin d'année, justement. Alors, au programme de ce soir, on va voir les 5 éléments que vous recherchez en immobilier. On va faire un jeu, alors les 8 différences, plutôt les 8 avantages, on va dire, de l'achat-revente. On verra 6 opérations passées à la loupe que vous auriez pu réaliser. Alors, si vous regardez le replay ou si vous vous souvenez ce que je vous ai dit hier, il y avait 5 opérations qui étaient passées à la loupe. Et bien, je vous en ai rajouté une 6e puisqu'elle n'était pas prévue dans la présentation. Mais étant donné que j'ai fait une opération qui s'est vendue sur fin décembre, et ben du coup, vous allez pouvoir profiter du retour de cette opération que j'ai terminée là il y a quelques semaines. On verra les 5 meilleures stratégies de flip pour faire des flips. Donc, je rappelle que le flip, c'est de l'achat-revente, même avec un petit budget. Voilà, il me semblait qu'il y avait un 4e point, mais non, déjà, avec ça, on va passer une bonne soirée. Voilà, les amis, le programme d'aujourd'hui. Est-ce que c'est OK pour vous? Ça vous va? Dites-moi s'il y a des petites choses complémentaires. En fin de session, s'il y a des questions, même par rapport à ce qu'on a vu hier, n'hésitez pas, hein. Je reviendrai dessus avec plaisir. OK. Alors, il y a un petit décalage. Vous posez des questions comme ça. C'était pour voir s'il y avait un petit décalage. On doit avoir à peu près 5 à 10 secondes de décalage entre le moment où moi, je vous pose réellement une question et le moment où vous l'entendez, où vous me répondez, puisque vos réponses m'arrivent à peu près une dizaine de secondes après que j'ai posé la question. Donc, ne vous étonnez pas si des fois, il y a des petits moments de latence. C'est dû simplement à un petit décalage dans la transmission. Alors, le problème aujourd'hui, petite synthèse, petit rappel vite fait sur ce qu'on a vu hier. Donc, le problème aujourd'hui, on a vu qu'il y avait les problématiques de bonnes affaires, puisque tout le monde va rechercher la même chose au même endroit, notamment sur Le Bon Coin. Et quand il y a une bonne affaire, il y a tout le monde qui essaye de l'avoir, mais malheureusement, il peut y avoir qu'un seul acheteur sur un bien immobilier. Donc, tous les autres passent à côté de cette bonne affaire. Le deuxième problème, problème de financement, on en entend beaucoup parler avec les recommandations du HCSF notamment, en plus des taux d'intérêt, etc. Donc tout ça, ça vient se cumuler. Donc le taux d'endettement qui est limité à 35%, la durée d'emprunt maximum pour de l'investissement qui est limité à 20 ans, la priorité qui est donnée par les banques pour financer de la résidence principale, un apport de 10% qui est demandé maintenant dans la majorité des cas. Et tout ça, ça amène une rentabilité des investissements qui baissent et des taux d'endettement qui augmentent. Donc, difficulté pour pouvoir financer des investissements immobiliers ou refinancer après un premier achat. On a de plus en plus de problématiques de restrictions sur l'exploitation. Donc, protection des locataires, de plus en plus de vacances locatives, notamment sur de la location meublée avec les étudiants, les réglementations, que ce soit au niveau des villes, au niveau national, et les copropriétés aussi qui mettent des bâtons dans les roues de plus en plus pour certains modes d'exploitation. La concurrence qui fait que on est tenté de faire du haut de gamme, mais faire du haut de gamme, ça coûte plus cher, donc on emprunte plus. Et avec les règles du HCSF, quand on fait du haut de gamme, on gagne plus, mais compte tenu des prêts qui sont plus élevés, eh bien, on baisse en rentabilité et on a en plus de ça des intérêts et des financements qui coûtent plus cher, donc un taux d'endettement plus élevé également. Donc, c'est un peu un cercle vicieux, tout ça. Et pour couronner le tout, on a la fiscalité avec des lois de finances qui changent tous les ans,
les statuts de LMNP et de LMP qui évoluent aussi en permanence, le réinvestissement qui est de plus en plus difficile, notamment au niveau des amortissements. Avant, quand on disait, tiens, voilà, je commence à payer des impôts, c'est pas grave, je rachète un bien, je continue à défiscaliser et ça me permet d'optimiser la fiscalité. Puisqu'on a des problèmes pour réinvestir à cause des financements, on a de plus en plus de soucis au niveau de la fiscalité et globalement, on a une instabilité fiscale qui est de pire en pire, à mon sens. Donc, ça va pas, ça n'arrange pas nos affaires quand on veut faire de l'investissement sur le long terme. Donc, ce que vous recherchez d'une manière générale, quand vous voulez investir dans de l'immobilier, ça va être de pouvoir trouver des bonnes affaires avec moins de concurrence, puisque c'est un des problèmes fondamentaux. Même si vous trouvez des bonnes affaires, généralement, c'est assez souvent, quand il y a un bien intéressant, que vous appelez l'agence immobilière et il vous dit « Ah ben, on a déjà une offre ou c'est déjà vendu ». Donc, on va essayer de trouver des bonnes affaires avec moins de concurrence. Investir aussi en fonction de vos moyens et pas chercher des moyens pour investir. Voilà, aujourd'hui, si vous avez un certain budget, une certaine capacité d'emprunt, c'est important de pouvoir trouver des biens qui vont pouvoir rentrer dans votre budget et investir dans ces budgets-là. Le problème, c'est que si vous avez un petit budget, mais que vous voulez faire de la colocation qui va nécessiter d'acheter un grand appartement, donc qui dépasse votre budget, vous allez être coincé dans vos stratégies d'investissement. Donc, il faut une stratégie qui vous permette d'investir en fonction de vos moyens. Il va aussi falloir un système qui facilite votre croissance et pas l'inverse. Quand j'entends faciliter votre croissance, c'est faciliter l'emprunt, alors qu'aujourd'hui, quelle que soit la stratégie que vous allez utiliser, que ce soit de la location courte durée, de la colocation, de la location étudiante, peu importe, à partir du moment où vous avez emprunté, on a vite des bâtons dans les roues et ça devient de plus en plus compliqué avec les nouvelles réglementations bancaires. Donc, il faudrait un système qui puisse nous faciliter un petit peu tout ça, qui nous mette un petit peu d'huile dans les engrenages là pour que nos investissements se passent un petit peu mieux. Vous allez chercher aussi une solution sans risque et sans contrainte. Pouvoir dormir sur vos deux oreilles, pas avoir de problème de gestion avec que ce soit le locataire qui paye pas, les problèmes avec les locataires qui vous appellent parce que la plaque chauffante elle est en panne, parce qu'il y a un robinet qui coule, parce qu'il y a le cumulus qui fait du bruit, etc. Des problèmes de loyer, les loyers impayés, les loyers en retard, etc. Les problèmes de dégradation dans la location courte durée ou votre prestataire qui n'a pas fait le ménage alors que vous avez un client Airbnb qui arrive et qui vous appelle en disant « j'arrive dans l'appartement, le ménage n'est pas fait et les draps sont en boule ». Voilà, toutes ces problématiques-là, ce serait bien de pouvoir les éliminer, mais de malgré tout avoir des revenus avec l'immobilier. Et globalement, c'est bien d'avoir une méthode qui soit fiscalement prévisible pour anticiper cette optimisation et pas avoir une stratégie, comme on en a parlé hier, qui est un petit peu fragile, qui fait que vous allez avoir une stratégie d'investissement et une stratégie d'exploitation avec les règles fiscales qu'il y a aujourd'hui, qui vont avoir des changements en cours d'année, puisqu'il y a des nouvelles règles qui sont passées avec la nouvelle loi de finances qui est passée en début d'année. Et il y a des choses qui vont se mettre en place, qui ne sont pas encore en place, puisqu'il faut qu'il y ait des décrets qui soient mis en place pour instaurer certaines règles. Ensuite, il faut les décrets d'application. Donc, ça va prendre quelques semaines, voire quelques mois, mais en tout cas, il va y avoir du changement sur différents points dans le courant de l'année. Est-ce que vous êtes OK avec moi? Est-ce que j'ai bien identifié les points que vous recherchez? Dites-moi dans le chat si c'est bien ça ou s'il y en a d'autres. Qu'est-ce que vous recherchez dans l'investissement immobilier au niveau de votre tranquillité, au niveau de vos recherches que j'ai pas dit? Dites-moi s'il y a des choses que j'aurais oubliées. Ok, donc Slow qui me dit c'est bien ça en gros, la loupe qui est d'accord avec moi. Ok, donc c'est bon pour Jean-Marc également. Ok, Jamshed qui est ok avec moi aussi. N'hésitez pas, faites pas les timides dans les commentaires. Ok, donc j'ai Amtech. Il y en a qui ont des noms bizarres. Hein. Je vous dis parce que Amtech, à mon avis, c'est pas ton vrai prénom. Ok, les amis, je plaisante en vous disant ça. C'est vrai que des fois, vous êtes enregistrés avec certains noms dans Zoom. Mais voilà. Ok, les amis. Donc, on va passer à la suite. Donc, par rapport à ce que vous recherchez, la bonne nouvelle, c'est que l'achat-revente va répondre à toutes ces problématiques. Et c'est pour ça que je vous dis que l'achat-revente
ça doit être une stratégie qui doit être intégrée dans votre stratégie d'investisseur, même si vous voulez faire du locatif. Vous allez voir pourquoi l'achat-revente devient indispensable dans votre stratégie et surtout l'intérêt que vous allez avoir. Alors, il y a 8 différences entre les flips et le locatif. Vous voyez pourquoi j'appelle ça des flips? C'est que si j'avais écrit achat-revente, à l'écran, ça prendrait beaucoup plus de place. Donc, c'est pour ça que flip, je préfère ce nom-là, ça facilite beaucoup de choses. Alors, 8 différences entre les flips et le locatif. Alors, 8 différences, voilà, j'ai mis 8 avantages parce que ces différences sont aussi des avantages par rapport à tout ce qu'on a vu. C'est que, premièrement, vous allez pouvoir vous placer sur des marchés où il y a moins de monde, donc moins de concurrence. Je vais vous donner une petite pépite là, donc prenez bien de quoi noter. Les marchés où il y a moins de monde, ça va être par exemple tout ce qui va être lié à de l'achat pour de la résidence principale et de l'achat pour des terrains. Alors, quand vous allez faire un achat-revente, là, on n'est plus du tout dans le cadre de l'investisseur. On y reviendra dans les jours qui viennent là-dessus, sur ce mindset, cet état d'esprit d'investisseur qu'il faut éliminer quand on fait de l'achat-revente parce qu'on pense autrement. Et quand vous allez rechercher des résidences principales, eh bien, vous allez chercher d'autres types de biens, notamment quelqu'un qui achète une résidence principale, généralement, il n'aime pas les travaux. Il y a 2 points à prendre en compte. Les gens qui cherchent de la résidence principale, dans la majorité des cas, veulent quelque chose dans lequel ils rentrent, ils posent leur valise et ils font pas les travaux. Alors, il y a toujours quelques cas où les gens, ça ne les dérange pas, mais d'une manière générale, je dirais dans 70% des cas, les acheteurs de résidence principale veulent un bien qui soit fini. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au niveau des types de biens, les appartements avec 2 chambres, donc des T3, sont les appartements qui sont un peu dénigrés par les investisseurs parce que quand il y a 2 chambres, ça fait des appartements qui sont trop grands d'une manière générale pour de la location courte durée. Location courte durée, généralement, les investisseurs vont acheter une chambre, voire du studio, donc pas de chambre du tout, studio ou T2 avec une seule chambre. Mais quand on commence à passer à 2 chambres, tout le monde ne va pas pouvoir remplir les 2 chambres, donc ils vont avoir une chambre qui va être vide la plupart du temps. Et en même temps, 2 chambres, c'est un peu petit pour être rentable en colocation. Colocation, ça devient bon à partir de la 3e chambre. Donc, 2 chambres, c'est des biens qui sont dénigrés par les investisseurs. Donc, quand vous prenez ces 2 éléments, les T3 qui n'ont pas le marché des investisseurs, donc ça va être le marché de la résidence principale, et les gens qui cherchent de la résidence principale qui ne veulent pas des travaux, eh ben, si vous cherchez des T3 dans lesquels il y a des travaux, vous aurez beaucoup moins de concurrence puisque vous n'aurez pas les investisseurs du fait du type d'appartement et vous n'aurez pas les acquéreurs de résidence principale du fait qu'il y a des travaux. Vous venez là, vous prenez l'appartement, vous faites les travaux et vous le revendez fini pour des gens qui ont de la résidence principale. Et là, vous serez sur un marché quelle que soit la région en France, quelle que soit la ville, ça, c'est une vérité qui est valable quasiment partout. Alors, vous allez me dire, oui, il y a quand même des investisseurs qui vont acheter des T3. Il y en a, mais c'est vraiment une minorité où vous aurez beaucoup moins de concurrence sur ces types de biens. Donc là, c'est une petite pépite que je vous livre sur vos recherches. Vous pouvez aller chercher ces types de biens. Et comme il y a, en plus de ça, moins de concurrence, donc moins d'offres, c'est des biens qui seront plus facilement négociables, en plus de ça. Voilà pour ce premier élément avec la petite pépite que vous pouvez noter pour vos paramètres de recherche. Vous allez pouvoir également, pour ceux qui ont des petits budgets, commencer avec des petits biens. Puisque le but ici pour nous, c'est d'acheter un bien qui va être revendu. Donc le type de bien que vous achetez, on s'en fout, vous allez le revendre. Donc que ce soit un parking, un studio, un terrain, une maison, n'importe quoi, en fonction, vous allez pouvoir adapter le type de bien que vous allez acheter en fonction de votre budget. Vous avez un petit budget, voire vous ne pouvez pas faire de prêt immobilier, et ben vous faites un prêt conso et vous achetez 1 ou 2 parkings. On verra plus tard, il y a des stratégies qu'on peut mettre en place avec des places de parking qui vont vous permettre de vous générer un petit peu de cash pour commencer et vous mettre le pied à l'étrier pour après pouvoir acheter plus grand et avec un effet boule de neige, acheter au fur et à mesure de plus en plus gros. Alors, c'est sûr qu'avec un petit budget, ça va être plus long, mais vous pouvez commencer avec quelques milliers d'euros sans nécessairement passer par du prêt immobilier. Troisième avantage, c'est que vous avez un taux d'endettement initial qui est retrouvé à chaque opération. Aujourd'hui, pour financer votre bien, quel qu'il soit,
vous avez un taux d'endettement aujourd'hui, vous allez aller voir la banque qui va vous financer votre bien, donc votre taux d'endettement va être augmenté, et imaginons que vous arrivez à la limite des 35%. Si vous retournez voir la banque dans 6 mois ou l'année prochaine, vous aurez toujours un taux d'endettement de 35%, la banque ne vous prêtera plus. Avec l'achat-revente, vous achetez votre bien, vous montez à 35%, vous le revendez, et ben vous avez votre taux d'endettement qui redescend, et donc vous allez pouvoir réemprunter. Et le deuxième effet de ça, c'est que notamment, non seulement vous avez retrouvé votre taux d'endettement, mais en plus, si vous avez mis de l'apport, vous ne mettez pas 7 ans, comme on l'a vu hier, vous ne mettez pas 7 ans pour le reconstituer, vous avez récupéré votre apport tout de suite en revendant le bien. Et en plus de ça, pour l'opération suivante, il a été augmenté puisque vous avez fait une plus-value. Donc, si vous aviez peut-être 10 000 euros d'apport de disponible pour une première opération, avec la plus-value que vous avez faite sur la première opération, la suivante, vous avez peut-être 15, 20, 30, 40 000 euros d'apport pour pouvoir faire l'opération suivante. Donc, ça va vous faciliter le financement de l'opération suivante. Et peut-être que votre opération suivante, ça sera à ce moment-là pour faire un investissement locatif. Donc là, vous avez un double effet avec le taux d'endettement qui est retrouvé, mais en plus, un apport qui va être augmenté pour l'opération suivante. Voilà, donc c'est le taux d'endettement qui est bas, puisqu'éventuellement, même avec la plus-value que vous avez faite de la première opération, peut-être que vous avez aussi remboursé des petits bouts de crédit, si vous aviez du crédit à la consommation ou des petites choses comme ça, ou un reste de crédit auto, éventuellement, vous avez peut-être soldé certains crédits avec l'argent que vous avez récupéré. Donc, vous avez peut-être baissé votre taux d'endettement, vous avez plus d'apport du fait de cette plus-value que vous avez faite, donc pour l'opération suivante, vous aurez un financement facilité. Vous n'avez pas de problème de gestion, puisque le bien, vous l'achetez, vous le revendez. Alors, on va voir dans les stratégies, notamment avec les présentations que je vais vous faire, vous allez voir qu'il peut y avoir un petit peu de gestion entre le moment où vous avez acheté le bien et le moment où vous allez le revendre. Ça va dépendre de votre stratégie, mais globalement, vous n'avez pas de problème de locataire, pas de problème de régie qui vous mettent des bâtons dans les roues, pas de problème de copro avec des interdictions d'exploitation de droite et de gauche, pas de problème de gestionnaire qui ne vient pas vous faire le ménage sur votre Airbnb, etc., puisque le bien, vous l'avez et derrière, vous le revendez. Donc, vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles. Vous avez une fiscalité qui est connue dès le début de l'opération. Il y a plusieurs types de fiscalité. Globalement, on va dire il y a 3 scénarios quand on fait de l'achat-revente. Donc, il y a soit vous vendez de la résidence principale, vous n'êtes pas fiscalisé, il n'y a pas d'imposition sur la vente de résidence principale. Soit vous êtes fiscalisé, vous devez payer l'imposition sur la plus-value, mais cet impôt, il est connu dès le début de l'opération. Vous n'êtes pas pris par surprise. Et le temps de faire votre opération, comme l'idée, c'est de faire ça assez rapidement, idéalement en moins d'1 an, vous avez une fiscalité qui va être connue entre le début et la fin de votre opération. Donc, ça, vous pouvez l'anticiper. Et vous avez un 3e scénario où ça va être la vente d'un premier bien locatif. On en reparlera plus tard, mais avec certaines conditions, vous pouvez aussi être exonéré d'imposition, même si c'est un bien locatif que vous revendez. Et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous faites 10 ans de loyer, si vous gagnez, comme ce que je vais vous présenter, l'équivalent de 10 ans de loyer ou 10 ans de cash flow en une opération, eh bien, vous allez pouvoir récupérer l'équivalent de 50 ans de loyer en 5 opérations. Alors, je ne vous dis pas de faire les 5 opérations en 1 an ou 2. Il va peut-être falloir un petit peu de temps pour faire plusieurs opérations, mais si vous faites une opération par an, voire même une tous les 2 ans, eh bien, ça va vous permettre d'avoir quand même une trésorerie qui va grossir assez vite. Soit vous allez pouvoir réinvestir dans du locatif, vous allez pouvoir garder le cash, soit pour acheter une résidence principale, pour mettre des apports pour financer des biens ou des appartements pour vos enfants ou autre chose. Voilà. Après, une fois que vous avez l'argent, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Est-ce que vous êtes OK avec moi? Est-ce que tout ça, ça répond à vos attentes de ce que vous voulez au niveau de l'investissement? OK, donc Karl, j'ai vu que Apteg, en fait, c'était Karl, pas de souci. OK, pour vous, vous êtes bien d'accord avec moi? OK, je vois que là, c'est très clair pour Nassim. OK, oui, Marc, c'est encourageant. C'est vrai que quand on fait de l'achat-revente, et généralement, les gens qui ont goûté au locatif et qui commencent à faire une opération comme ça, purement achat-revente, dire j'achète un bien en prévision de le revendre,
Déjà, le mindset de départ, l'engagement au départ n'est pas le même parce que vous savez que vous allez récupérer 20 000, 30 000, 40 000 euros dans quelques mois. Donc, il y a beaucoup plus de motivation que de vous dire, bah, voilà, je vais me causer beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis pour récupérer 150, 200, 300 euros par mois. Bah, c'est vrai que vous n'aurez pas le même engagement en vous disant, tiens, je vais récupérer même 300 euros par mois pour vous dire, je vais récupérer 30 000 euros d'ici la fin de l'année, quoi. Donc, alors Patrice, il y a des choses qui sont en prévision hein, sur. Alors, les résidences secondaires, il y a déjà de l'imposition hein, sur les résidences secondaires. Par contre, là, il y avait des prévisions sur une nouvelle règle pour l'imposition sur les plus-values, mais qui, à la rigueur, pour des opérations d'achat-revente, nous avantage. Ça va désavantager ceux qui gardent des biens sur du très long terme pendant 15 ou 20 ans. Par contre, pour nous, si on fait des opérations rapides, les nouvelles règles qui sont dans les tuyaux, qui, à mon avis, ne vont pas passer, euh, puisque le gouvernement est contre, donc il y a peu de chances que ça passe, du coup. Euh, donc, il n'y a pas trop de sujets là-dessus. Pour l'instant, je dirais que même s'il y a une nouvelle imposition qui est faite au niveau des résidences secondaires, ben, ce n'est pas quelque chose qui va nous tomber dessus du jour au lendemain. On aura le temps et ça sera prévu dans nos projets d'achat-revente. Alors maintenant, ce que je vous propose de voir, c'est qu'on voit du cas concret avec 6 opérations que je vais vous détailler. Je vous en ai parlé, je vous ai présenté rapidement quand je me suis présenté hier en début du challenge. Euh, je vous ai présenté quelques opérations que je vais réaliser. Donc là, je vais vous parler de ces opérations et je vais vous les détailler un petit peu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce premier appartement? Donc ça, c'est mon premier appartement que j'ai eu, c'est le premier que j'ai acheté. Donc, c'était un petit appartement, un T2 de 38 mètres carrés. Alors, j'avais pas trop d'expérience. J'avais pas vraiment suivi de formation. J'avais regardé des vidéos à droite à gauche. J'avais acheté des bouquins, etc. Et donc, j'ai acheté cet appartement. J'ai fait les travaux dedans. Alors, en l'occurrence, c'est moi qui ai fait les travaux. Je suis très bricoleur. Je vous ai dit, hein, voilà, j'étais dans le bâtiment et en même temps, je suis très bricoleur et je touche vraiment à tous les corps de métier. Donc, j'ai entièrement rénové cet appartement qui était vraiment une poubelle quand je l'ai acheté. Donc, j'ai refait complètement cet appartement et j'ai commencé à faire dedans de la location nue. J'avais uniquement la salle de bain qui était entièrement équipée avec la machine à laver et j'avais la cuisine qui était tout équipée avec l'électroménager. Mais tout ce qui était canapé, etc., les lits, les armoires, les étagères, tout ça, il n'y avait rien du tout dedans. Erreur de débutant, location nue. J'ai loué pendant la première année, c'est bien, j'ai gagné de l'argent. Et ensuite, comme j'avais plus grand-chose à défiscaliser entre mes travaux, et là, il n'y avait pas d'amortissement de biens, et etc., j'avais pas grand-chose à déduire. Donc, j'ai commencé à payer des impôts. Et en fait, j'avais un bien qui, ni plus ni moins, me coûtait quasiment de l'argent, quoi. Donc, du coup, j'ai mis des meubles dedans. J'ai un locataire qui est parti, j'ai mis des meubles dedans et donc dedans, j'ai fait de la location meublée. Et le hasard a fait que, en fait, j'ai un locataire, un jeune couple qui est rentré dans cet appartement pendant quelques mois. Et au bout de 6 mois, ils se sont retrouvés au chômage. Et donc, ils m'ont dit, on va quitter l'appartement puisque on ne pourra plus payer le loyer. Et là, quand je l'ai mis en location, j'ai voulu retrouver des locataires en location meublée à l'année classique, puisque faut savoir que c'est dans la ville de Bourgoin-Jallieu, donc dans l'Isère, c'est à côté de chez moi. C'est une ville où à l'époque, je vous parle de ça, c'était en 2012 à peu près, il y avait 0 appartement sur Airbnb dans la ville. Et donc, je me suis dit, ce que tout le monde se dit à ce moment-là, s'il y a personne qui fait du Airbnb dans la ville, c'est une ville de 20 000 habitants à peu près, on doit être à 25 000 peut-être maintenant. S'il n'y a pas de Airbnb dans la ville, c'est que ça ne marche pas. Il n'y a rien de touristique, il n'y a pas d'université, il n'y a pas d'école, enfin, il n'y a rien qui attire pour faire de la location courte durée. Et le hasard a fait qu'en remettant ce bien en location meublée à l'année, j'ai eu plusieurs demandes pour de la location en courte durée. Donc, je me suis dit, je vais commencer, je vais voir ce que ça donne, le temps de mettre une annonce sur Airbnb et de prendre un peu la température. Et en fait, j'étais plein tout le temps. J'ai eu énormément de demandes puisque il y avait en fait une demande en location courte durée, mais il n'y avait personne pour y répondre. Donc, j'ai fait un carton avec mon appartement
en courte durée. Suite à ça, j'ai racheté 2 autres appartements que je vais vous présenter après, mais en location courte durée, je devais gérer des appartements, un coup d'un côté, un coup de l'autre. C'était un petit peu galère au niveau de l'organisation. Donc cet appartement-là, j'ai décidé de le revendre. Et c'est là que je me suis dit, bon, c'est quand même pas mal. J'ai fait une plus-value de 33 000 euros. C'était quasiment ce que j'allais gagner en cash flow sur 10 ans avec mon exploitation, quoi. Donc, c'est là que j'ai eu le premier déclic où je me suis dit, tiens, c'est vrai que revendre un bien, ça peut être intéressant. Parallèlement à celui-ci, j'en avais acheté 2 autres. J'avais acheté ces 2 appartements. Donc là, il y a 2 appartements. Là, on les voit, ils sont l'un au-dessus de l'autre. Il y en avait un troisième au-dessus. Voilà, on voit qu'il y a des palmiers, tout ça. Le troisième au-dessus, il y a une terrasse, mais j'ai pas pu l'acheter puisque j'ai acheté ces 2 appartements à un marchand de biens. Et en fait, il avait gardé l'appartement du dessus pour son fils. Donc, ce deuxième, enfin, cet ensemble, en fait, là, il y a eu des très gros travaux dedans, puisqu'en fait, l'intérieur, c'était ni plus ni moins qu'une grange. L'ancien propriétaire avait essayé de faire une esquisse d'appartement dedans, mais il n'était pas du tout du métier, donc c'était ni fait ni à faire, donc il a fallu tout casser le peu qu'il y avait dedans. Et ce qui fait que dedans, donc là, je suis passé sur une société qui m'a fait tous les travaux, parce que là, il y avait vraiment de la rénovation lourde. J'ai commencé à les exploiter en location courte durée. Et parce que là, c'était pas très rentable en location nue. Donc, j'ai fait de la location courte durée dedans et j'ai revendu la rentabilité. Comme il y avait une bonne renta, c'est pareil, il n'y avait pas beaucoup. Il commençait à ce moment-là à y avoir quelques appartements, sachant que celui que j'avais revendu au départ, les personnes qui me l'ont racheté, j'avais également vendu la rentabilité. C'est-à-dire que j'ai vendu l'appartement avec 12% de rentabilité nette pour les acquéreurs. Et donc, ceux qui ont acheté ont continué l'exploitation courte durée. Et donc, j'avais fait ma propre concurrence. Et donc, ceux-là, c'est pareil, quoi. Donc là, ceux-là, je les ai classés en meublé de tourisme. Donc, j'étais les seuls appartements sur Airbnb dans la ville qui étaient classés meublés de tourisme. Ça a été les premiers et les seuls sur Booking, puisque les autres étaient uniquement sur Airbnb. Ceux-là, je les ai mis aussi sur Booking, j'étais tout seul. Et j'avais créé un site Internet également pour ces appartements, pour avoir une visibilité, pour pouvoir prendre des réservations aussi en direct. Et donc, j'avais les seuls appartements qui étaient à la fois classés meublés de tourisme, qui étaient disponibles sur Booking et qui avaient leur propre site Internet. Et donc là, quand j'ai revendu ça, j'ai revendu l'ensemble avec le classement, avec le site Internet. Et c'est des appartements, aujourd'hui, c'est une amie qui me les a achetés, et c'est des appartements qui sont toujours exploités en courte durée. Donc là, plus-value, voilà, 47 000 euros sur ces appartements. Alors, c'est vrai que proportionnellement par rapport à l'autre, ça faisait un petit peu moins, mais ça a quand même fait une belle opération. Je vois vite fait d'un coin de l'œil là la question de Nassim. Oui, j'étais salarié au moment où j'ai fait ça. J'ai emprunté tout ça, c'était tout en nom propre, c'était en tant que salarié. Ça m'a pas coûté, j'ai plus les montants en tête, hein, très honnêtement, des montants des travaux, mais comme c'est moi qui avais fait les travaux, en fait, ça m'avait pas coûté très cher, hein, puisque les travaux, c'est moi qui les avais faits. Après, pour les autres, je suis entre ces types de rénovation à l'époque, j'étais entre 500 et 700 euros du mètre carré à peu près pour avoir des appartements complètement finis en passant par une société. Ensuite, j'ai fait un petit immeuble. Petit immeuble, donc ça, c'est au moment où je suis passé en société, celui-ci. Mais c'est une petite opération puisque l'immeuble en lui-même, vous voyez, 3T2 de 25 mètres carrés. Donc, en fait, en tout, j'avais 100 mètres carrés puisque j'avais 75 mètres carrés d'appartement, 3 fois 25 mètres carrés. J'avais des communs puisque j'avais un escalier avec des parties communes pour aller, puisque j'étais sur 3 étages, j'avais un appartement par étage, plus une petite cour. Là, on voit que la photo est prise dans une cour. Donc, j'avais une petite cour intérieure aussi qu'on a toute refaite. Et l'ensemble, cet appartement, donc, je l'ai acheté 100 000 euros. Ça m'est revenu à 100 000 euros. Et j'en ai eu donc 100 000 euros complets avec les frais de notaire. Et ça m'a coûté 166 000. Donc, j'en ai eu pour 66 000 euros de travaux pour refaire ces 75 mètres carrés d'appartement, plus y compris la façade de l'immeuble. J'ai refait également la terrasse et j'ai refait les communs.
Donc, voilà, donc, ça m'a fait, je vous laisse calculer le budget. Donc, ce que j'ai fait avec ces appartements, j'ai fait des appartements à thème. Donc, j'avais un thème, on n'a pas la photo ici, sur le thème atelier. Je vois vos questions sur le côté, j'y répondrai juste après, hein, dans un instant. Je finis cette présentation-là. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des thèmes dans l'appartement. L'appartement au rez-de-chaussée qui donnait sur la cour, c'était sur un thème atelier, donc atelier un peu industriel, avec canapé en cuir, etc. Enfin, un thème vraiment ancien, quoi, atelier industrie. Celui du premier étage, c'est celui qu'on voit en haut à droite sur la photo, c'était le thème de New York, donc tout en gris et noir. Et celui d'en haut, c'était Paris des années 60 avec, bon, on voit pas trop, mais la cuisine qui avait des moulures, on avait des carreaux type carreaux style métro parisien, etc. Voilà, une déco qui rappelait un petit peu, et puis des cadres et tout ça qui étaient dans le thème de Paris également. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un appartement, c'était celui du premier étage qui était en location sur un an, location meublée sur un an, donc le New York, qui était en bail meublé d'un an. Celui du rez-de-chaussée, je l'ai mis en location courte durée. Et celui du deuxième étage, donc je l'ai mis en bail mobilité avec un bail de 6 mois. Ce qui fait que j'ai fait ça volontairement. C'était pour avoir les 3 types d'exploitation sur l'immeuble, en exploitation meublée, de manière à pouvoir donner des prix. Et là, j'ai revendu la rentabilité. Donc, je me suis basé, j'ai dit, voilà, sur une rentabilité, si vous mettez les 3 appartements en location courte durée, voilà les revenus. Donc, voilà la rentabilité en courte durée. Les 3 en location meublée, je le louais 600 € par mois en meublé. Et c'est le locataire, puisque c'était un bail d'un an, c'est lui qui avait son abonnement d'eau et son abonnement d'électricité et de téléphone. Donc, moi, je payais rien. Non, si, je payais la box, puisqu'elle me servait aussi pour la courte durée. Donc, bail d'un an, 600 € par mois. Donc, j'ai dit aux gens, voilà, si vous voulez les 3 comme ça, ben, vous pouvez avoir 3 fois 6, 18, 1800 € de loyer par mois. C'était justifié. Il y avait déjà un bail en cours. Et il y avait également le bail mobilité, bail de 6 mois. J'ai plus les montants, mais ça donnait aussi le budget. Et la personne qui a acheté, moi, j'ai fait mon calcul de rentabilité, j'ai vendu la rentabilité de location courte durée, et la personne qui a acheté, quand les baux ont été terminés, elle a mis tout l'immeuble en courte durée, et ils sont toujours actuellement loués en courte durée. Donc voilà une des stratégies que j'ai utilisées, sachant que tout ça, je l'ai fait en très peu de temps. Je l'ai fait en à peu près 8 mois, donc en moins d'un an, le temps d'acheter, de faire les travaux. Et en fait, j'ai mis les annonces de location alors que les travaux n'étaient pas encore complètement terminés. J'ai loué tout de suite. Et dès que j'ai commencé à louer, j'ai mis en vente et j'ai vendu tout de suite dans la foulée. Donc, ça a été très, très rapide. Je vais juste prendre vos quelques questions là, vite fait. Oui, donc j'ai payé de l'impôt sur la plus-value. Alors ici, je vous ai pas intégré l'impôt sur la plus-value parce que ça va dépendre de chacun. Donc ça, c'est avant l'imposition, ces montants-là. Pour remettre les clés, alors moi, c'était très simple, c'est les boîtes à clés, simplement. Comme c'était mon immeuble, je peux faire ce que je veux dedans. Donc, dedans, j'avais des boîtes à clés à l'extérieur et les gens, je leur envoyais simplement les SMS voilà, avec les instructions d'accès et je leur disais, quand vous arrivez à la porte, il y a une boîte à clés, voilà le code, vous récupérez la clé et quand vous repartez, vous remettez la clé dedans. Et j'ai jamais eu de problème avec ça. Et même dernièrement, le dernier appartement que je vais vous présenter, que j'ai revendu là au mois de décembre. J'ai fait la même chose, boîte à clés dans le couloir, et j'ai jamais eu de problème avec ça. Oui, sur 25 mètres carrés, les appartements étaient très bien foutus. J'avais une chambre dedans, donc j'avais une pièce principale. De la pièce principale, on accédait à une chambre, et dans la chambre, il y avait une petite salle d'eau avec le WC, la douche et la vasque. Donc, c'est des appartements qui étaient vraiment optimisés, qui étaient très bien foutus. Alors, la chambre, c'est vrai qu'elle faisait tout juste 9-10 mètres carrés. Mais voilà, donc il y avait suffisamment de place pour une personne dans ces appartements. À chaque fois, j'ai eu qu'une seule personne dedans. Donc, ça marchait très bien comme ça, quoi. Je vous en parlerai, hein, on aura un sujet sur toute la partie imposition, plus-value. Je vous en reparlerai dans un prochain cours là-dessus. Et on parlera notamment des différents types d'exonération sur la plus-value, quoi.
Location, oui, la location mobilité, c'est pour des bails de 6 mois à peu près. Donc, c'est pour du plus de 3 mois. En fait, en location courte durée, on ne peut pas faire plus de 3 mois consécutifs. En location, en bail classique, même en bail meublé, c'est du bail de 10 mois ou 1 an, alors que le bail mobilité, c'est intermédiaire, c'est s'il faut du plus de 3 mois, mais moins de 10, donc 4, 5, 6, 7 mois. On va passer sur du bail mobilité. Généralement, c'est des baux qui sont faits par des entreprises. Et moi, notamment, là, ceux que j'avais, c'était des gens qui venaient pour des stages en entreprise ou pour des missions d'entreprise de 6 mois. Donc, c'est typiquement des baux qui sont bien adaptés pour eux, quoi. Euh, Oui, donc oui, c'est vrai qu'il y avait des petites pièces principales, hein, mais je dirais que quand il n'y a qu'une seule personne, 17 mètres carrés, il y en a qui font des studios où il y a tout dedans, hein. Dans 17 mètres carrés, il y en a qui font la pièce de vie, la cuisine, les toilettes et la salle de bain. Donc 17 mètres carrés en pièce de vie, c'est largement suffisant. Oui, ils étaient tous dans la même localité, c'est dans la ville de Bourgoin-Jallieu, hein. Tout ce que je vous montre là, c'était tout dans la même ville. Marie qui pose une question sur les travaux, ensuite je continuerai. Comment maîtriser les coûts de travaux? Alors moi j'ai l'avantage d'investir à côté de chez moi, et l'avantage quand on investit à côté, c'est que on finit par connaître les entreprises. Moi je passe, tous mes travaux sont faits par les entreprises tout corps d'État, donc j'ai une société qui me fait tout, et ce qui fait que comme je les fais travailler régulièrement, ça me permet, ils me font mes devis à des prix corrects. Et derrière, je fais mes travaux, quoi. Après, moi, je recommande toujours sur des rénovations comme ça, plutôt que de passer. Des fois, ça peut coûter un petit peu moins cher de passer corps d'état par corps d'état, de prendre un plaquiste, un plombier, un peintre, un électricien, etc. Par contre, au niveau de l'organisation du chantier, c'est un enfer. J'ai été conducteur de travaux, hein, j'ai fait ça pendant 20 ans. Et quand il faut coordonner tout le monde, il y a toujours des périodes où vous allez des fois rester pendant une semaine ou 15 jours, où juste, il y a une société qui a fini ce qu'elle avait à faire, il y a l'autre qui doit intervenir, mais il va arriver que 15 jours plus tard, et vous prenez des délais pas possibles au niveau des travaux. Avec une entreprise tout corps d'État, c'est la même société qui fait tout, donc ils arrivent à tout faire en même temps qu'ils tirent le placo, ils vont vous tirer l'électricité, ils vont faire la plomberie, etc. Et donc, il y a une meilleure coordination du chantier, et ça permet de gagner beaucoup de temps. Alors, des fois, ça va coûter peut-être un petit poil plus cher, mais vous gagnez largement au niveau du délai des travaux, quoi. Non, alors pour tout ce qui est bail mobilité, alors maintenant, oui, il me semble que c'est obligatoire aussi, le DPE. Voilà, Marie qui dit, voilà, gros problème de coordination. Donc, c'est pour ça que j'essaye toujours de limiter les entreprises. Et sur certains gros chantiers, donc j'essaye de travailler avec des entreprises qui ont l'habitude de travailler ensemble, notamment là sur celui que je vais vous présenter là, je vous en parlerai. Entre charpentier maçon, par exemple, typiquement, c'est charpentier maçon. J'essaye d'avoir un charpentier et un maçon qui ont l'habitude de travailler ensemble. Donc, ça aide. Quand vous devez avoir aussi, je sais pas, un plaquiste et un peintre, ou un plaquiste et un jointeur, parce que des fois, ceux qui font les plaquistes, c'est pas forcément eux qui vont faire les joints. J'essaye de prendre des entreprises qui ont l'habitude de travailler ensemble. Bon, ça sera un autre sujet qu'on pourra aborder un petit peu plus tard. Donc, c'est ce petit immeuble, pour l'anecdote, ce petit immeuble est dans le prolongement de ceux que je vous ai présentés avant. Vous voyez, si je reviens sur celui qui est avant, vous voyez ici cet immeuble où on aperçoit un petit peu la photo de la façade, où à droite, on voit une gouttière avec des panneaux en bois. Et bien, ce qui est sur la droite, c'est cet immeuble-là. Voilà, donc dans le prolongement de cet immeuble, on voit que c'est une barre là qui est tout en longueur. Il y a les 3 appartements que je vous ai présentés avant qui sont au fond. Et pendant que je faisais les travaux de ces 3 appartements, j'ai appris que le propriétaire de cet immeuble, cette grosse maison, voulait la vendre. Et donc j'en ai profité. J'ai dit, allez hop, j'achète et je continue. Et donc dedans, j'avais 3 T2 de 50 mètres carrés. Donc là, pareil, un par étage. À la base, il y avait un appartement de 50 mètres carrés au rez-de-chaussée, et en haut, c'est un grand duplex de 50 mètres carrés. Donc, ce grand duplex, je l'ai divisé en deux pour en faire deux.
Donc, j'en ai eu un de 50 mètres carrés et un de 45 mètres carrés, parce que du coup, avec le cloisonnement entre les deux, j'ai perdu un peu de surface. Donc, j'ai acheté ça, rénovation complète. Vous voyez que même à la base, il n'y avait même pas les façades. Voilà, à l'extérieur, il y avait un portail pourri et tout ça. Donc, tout a été refait, piliers de portail, les façades et tout ça. Tout a été entièrement refait. L'intérieur a été entièrement refait. Et là, donc, dedans, j'ai fait un T2 de 50 mètres carrés et ensuite, sur le premier et deuxième étage, j'ai fait 2 appartements, donc 2 T2 duplex, un de 45 mètres carrés et un de 50 mètres carrés. À la base, j'avais prévu de revendre ça à la découpe. Les autres, j'ai revendu l'immeuble entier. Et ici, j'avais prévu de revendre à la découpe. Donc, j'ai bien divisé les 3 appartements. On a bien remis les 3 compteurs d'eau, 3 compteurs d'électricité. J'ai déclaré une place de parking supplémentaire dans la cour, etc. Donc, j'ai tout fait comme il fallait. Sauf que j'ai juste pas fait la demande, j'ai pas fait le découpage avec le géomètre, etc. Je me suis dit, je mets les appartements en vente individuellement. Si avec de la chance, j'ai quelqu'un qui m'achète l'ensemble, j'aurais pas besoin de faire la copro et de faire la division officielle de tout ça. Et si j'ai quelqu'un qui m'achète appartement par appartement, à ce moment-là, je ferai intervenir le géomètre et je le ferai. Le hasard a fait que j'ai une personne qui est venue pour visiter un appartement. Et comme il a vu qu'il y avait les 3, il est retourné voir la banque. Il a demandé à sa banque s'il pouvait acheter les 3 et il m'a acheté l'immeuble entier. Donc, j'ai pas eu besoin de faire de déclaration de division et tout ça, quoi. Voilà, je l'avais prévu, mais je vois qu'il y a la question. Alors, le permis de diviser, ça va dépendre des communes. Il y a des communes qui le demandent, d'autres non. Là, en l'occurrence, moi, Bourgoin, il ne le demandait pas. C'était juste une déclaration fiscale à faire aux impôts. De mémoire, c'est le formulaire H2. Formulaire H2, c'est donc juste une déclaration de modification de surface à faire aux impôts, mais pas nécessairement, en fonction des travaux, c'est pas nécessaire de le faire dans les communes, mais ça dépend des communes. Je suis sur une autre opération en ce moment où, en fait, pour pouvoir créer un nouveau compteur d'eau et un nouveau compteur électrique, Enedis et la compagnie des eaux demandent l'accord de division de la commune. Mais ça dépend des communes, il n'y a pas de règle, qui est la même pour tout le monde, quoi. Voilà pour cette opération, 95 000 € de plus-value. J'ai mis un petit peu de temps pour le revendre. Alors, un petit peu de temps, tout est relatif. J'ai mis 1 an pour le vendre, celui-ci, simplement parce que j'ai eu des problèmes avec mes acquéreurs pour le financement, parce que ça s'est fait en plein Covid. Et donc, j'ai signé un compromis très rapidement. J'ai quelqu'un qui m'a acheté l'immeuble entier à la base, qui a eu des problèmes pour le financement, parce que juste au moment où on devait signer le compromis, il y a eu les confinements. Plus après les banques qui s'occupaient des financements des entreprises avec les prêts garantis par l'État et tout ça. Donc, ils n'étudiaient plus les prêts immobiliers. Et donc, j'ai perdu pas mal de temps par rapport à ça, pour qu'au final, mon acquéreur initial n'ait pas son financement. Et donc, il a fallu que je retrouve un autre. Mais ce qui fait qu'en tout, la revente m'a pris 8 mois. Donc, j'ai perdu pas mal de temps à cause de ça. Mais bon, c'était un peu dû au Covid et au confinement, quoi, puisque c'était en plein dans cette période-là. Donc là, pareil, je vois qu'il y a un prix de travaux au mètre carré. Là, j'étais sur du 700, 800 € du mètre carré à peu près. Maintenant, il y a les hausses de matériaux. Là, j'ai fait une grosse rénovation d'un appartement où maintenant, j'avoisine les 1 000 € du mètre carré à cause de la hausse du coût des matériaux. Mais pour des grosses rénovations, j'étais aux alentours de 1600 € du mètre carré avec une entreprise tout corps d'État. Donc, ça, petite maison. Donc, on change un petit peu de registre. Là, c'était un petit peu plus loin que chez moi, dans la campagne. Donc, c'était une maison, c'était une succession. La propriétaire qui habitait la maison haute, la maison qu'on voit à droite, la propriétaire est décédée. Elle était sous tutelle. Donc, c'est le juge des tutelles qui a dit, comme il n'y a pas d'héritier direct, on va mettre ça en vente, puisqu'il n'y avait personne pour s'en occuper. Et ils ont dû faire des recherches d'héritiers pour la mise en vente. Et donc, moi, j'ai acheté ça. C'était pas sur le marché. C'est un agent immobilier que je connais qui m'a contacté. Il m'a dit, Jérôme, j'ai ça qui va être mis en vente. Il m'a appelé un vendredi, sachant que ça allait être mis en vente. La vente allait être donnée à des agences le lundi. Donc, moi, je l'ai visité le samedi. Donc, j'ai fait l'offre tout de suite. Pas trop de négo possible puisque c'était pas encore en vente. Donc, j'ai acheté ça à l'ensemble 260 000 €.
Voilà, sachant qu'il y avait les deux maisons, il y avait à peu près 800 mètres carrés, ouais, un bon 800 mètres carrés de terrain. Enfin, il y avait c'était quand même relativement grand, hein, on aperçoit sur la photo à droite. Très belle vue sur les montagnes, maison en pierre, etc. Et la maison de gauche était louée, il y avait un locataire dedans, et la maison de droite, elle n'était pas louée, il y avait une grosse rénovation à faire. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ça, j'ai fait simplement venir un géomètre pour diviser en deux. La maison de gauche avec le petit bout de terrain qu'il y a là devant, la maison de droite avec le petit bout de terrain qu'il y avait devant, puis elle avait un petit bout derrière aussi. Et ce qui fait que la maison dans laquelle il y avait le locataire, ben, c'est les locataires qui ont acheté. Ils n'avaient pas le budget pour acheter l'ensemble à la base. Donc, c'est pour ça qu'ils n'avaient pas acheté. Mais donc, moi, je leur ai revendu leur partie et j'ai revendu l'autre partie en l'état à des jeunes qui rénovaient ça pour faire leur résidence principale. Particularité de cette opération, c'est que j'ai revendu avant d'avoir acheté, alors revendu entre guillemets, puisque j'ai signé mon compromis. Donc moi j'ai signé le compromis pour acheter. Une fois que j'ai signé mon compromis, j'ai remis en vente, j'ai trouvé mes acquéreurs, donc les locataires qui ont acheté et d'autres acquéreurs quoi. J'ai signé des compromis, des promesses de vente avec eux pour qu'ils achètent. Donc, ils avaient leur promesse de vente, donc ils ont été chercher leur financement et donc ils ont eu leur accord de financement. Et une fois qu'ils ont eu l'accord de financement, moi, j'ai acheté et derrière pour leur revendre tout de suite derrière, quoi. Et ce qui fait que l'achat-revente complet m'a pris 4 mois puisque j'ai gagné beaucoup de temps puisque j'avais juste le géomètre à faire passer. Pendant qu'il y avait la phase d'achat-revente, moi, j'ai fait passer le géomètre, sachant qu'au milieu, il y avait le mois d'août. Mais donc, j'aurais pu gagner encore un petit peu de temps, mais l'opération complète m'a pris 4 mois. Et là-dessus, vous voyez, opération rapide, 4 mois, j'ai juste divisé en deux et j'ai fait une plus-value dessus de 120 000 euros. Très honnêtement, c'est aujourd'hui la meilleure opération que j'ai faite. Le rapport temps et plus-value, voilà, c'était quand même quelque chose de super intéressant. Voilà, je vois quelques questions par rapport à ça. Est-ce que j'arrive à ne pas faire mentionner le prix d'achat sur le compromis? Oui, moi, quand je revends, de plus en plus, il n'y a plus les prix d'achat au départ, puisque comme il y a des travaux, il y a des modifications. Moi, maintenant, je travaille avec un notaire sur lequel les prix d'achat ne sont plus marqués. Il y a les conditions, dire que le bien a été acheté à telle date, mais il n'y a pas le prix d'achat de mentionner sur mes compromis quand je revends. Comment peut-on signer un compromis sur un bien dont on n'est pas propriétaire? On peut. C'est tout à fait. Alors, on fait pas alors, ce qu'il faut, c'est signer un compromis quand on achète. Et pour revendre, il faut signer une promesse de vente. Et dans la promesse de vente qu'on va vendre, il y a une condition suspensive qui est au bénéfice du nouvel acquéreur, qui est qu'en fait, moi, je lui vends à condition de l'acheter. Je lui vends la maison à condition d'acheter la propriété. Sachant que quand on fait ça, il faut quand même avoir la garantie de pouvoir le financer, quoi. Les acheteurs, là, c'était le deal. Le locataire, il était sur place. L'acheteur, je l'ai trouvé avec l'agent immobilier qui m'a amené sur l'affaire. C'était le deal avec l'agent immobilier. Il me met sur une affaire comme ça. Et en contrepartie, je lui refile le bien à la vente pour qu'il retrouve les nouveaux acquéreurs. Donc, lui, il touche 2 fois la commission. Première commission, il l'a touché en me le vendant à moi. Et il retouche une deuxième commission sur la vente que j'ai fait moi. Et comme je le connais, il a été sympa avec moi. Il m'a dit c'est bon puisque c'est les locataires qui ont acheté une partie. Eh bien, je prends pas de commission sur la partie vente des locataires puisque j'ai rien fait, quoi. Donc voilà, c'était le deal avec eux. Oui, donc c'est justement quand j'ai commencé à vendre l'immeuble à la découpe là que je vous ai montré tout à l'heure, la maison que j'ai divisé en 3 avec les duplex qui était juste avant. C'est là où je l'ai fait en société avec ma société de marchand de biens. Puisque là, je revendais vraiment, là, je revendais à la découpe, quoi. Le premier immeuble avec les 3 appartements où il y avait les thèmes, appartements, l'atelier, New York et parisien, là, j'ai revendu l'immeuble entier. Donc, il n'y avait pas de problématique de requalification de marchand de biens puisque j'avais acheté un appartement, je l'ai mis en location et je l'ai revendu derrière. Le principe derrière, c'était de dire,
Bon, bah voilà, la location, ça me gonfle. Et en plus de ça, j'ai besoin d'argent pour créer ma société. Donc, c'était un petit peu mon histoire fiscale. Donc, j'ai jamais eu de problème avec ça. D'autant que j'ai acheté un bien et j'ai revendu un seul bien. Par contre, pour le deuxième, comme j'avais prévu de revendre à la découpe à la base, ben, c'est pour ça que j'ai créé ma société et je l'ai fait en société. Alors, je revends pas, hein, Jean-Michel. Je n'acte pas la vente. Je n'acte pas la vente. Je signe simplement une promesse de vente. C'est-à-dire que quand je signe la promesse de vente pour revendre, moi-même, je suis sous compromis. Par contre, pour signer un acte pour le revendre, en effet, il faut que je sois propriétaire. Donc, il faut que j'achète et que je revends dans la foulée. Mais je peux très bien acheter le matin et revendre l'après-midi. C'est quelque chose qui se fait beaucoup, notamment des promoteurs qui achètent des terrains. Il y a beaucoup d'opérations de promotion immobilière qui se font comme ça, avec des achats successifs de terrains qui sont rachetés par des promoteurs, où il y a des achats qui se font entre le... Il y en a un qui achète le matin et l'autre qui achète l'après-midi, quoi. Ok, je reviendrai sur vos questions tout à l'heure parce que je vois des questions qui sont assez longues, qui font plusieurs lignes, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Dernière petite opération que je vais vous présenter là. Donc ça, c'est celle que j'ai faite là dernièrement. Un appartement, un T2 de 35 mètres carrés. Opération assez rapide puisque j'ai acheté ça en mars 2022. Il a été revendu en décembre 2022, fin décembre de 2022. Et entre-temps, je l'ai mis en location courte durée sur Airbnb pendant 4 mois. L'idée, c'était de lancer l'exploitation et de pouvoir justifier du montant. Donc, en fait, vous voyez en haut à gauche, il y a l'état de l'appartement avant, quand je l'ai acheté. Il était complètement à refaire. Voilà, c'est quelqu'un qui l'avait acheté, qui avait tout cassé dedans, qui voulait refaire des travaux dedans, puis qui a abandonné. Et donc, je l'ai racheté. Moi, j'ai tout cassé dedans, j'ai fait un plateau et on a tout recréé à l'intérieur. Donc, particularité dessus, donc j'ai acheté, j'ai rénové. Je l'ai mis ensuite pendant un mois sur Airbnb de manière à avoir les revenus locatifs et justifier des revenus locatifs. Donc, je l'ai mis en septembre. Au mois de septembre, au mois d'août, honnêtement, il était prêt, mais j'ai rien fait. J'ai dit au mois d'août, j'étais en vacances et tout ça. Donc, j'ai dit, je vais le mettre tranquillement au mois de septembre, sachant que je visais plutôt une clientèle business. Voilà, petit T2 avec une chambre. Début septembre, je l'ai mis en location. Il a été loué tout de suite pendant tout le mois. Donc, j'ai fait les copies d'écran fin septembre. J'ai fait les copies d'écran des réservations, puisque j'avais pris des réservations jusqu'au mois de décembre. Copie d'écran des réservations, copie d'écran des revenus locatifs, etc. Et derrière, j'ai mis en annonce en vendant une rentabilité. Donc, j'ai dit, voilà, 12% de rentabilité nette, tout frais payé en comptant les... J'avais fait des simulations de crédit, etc., quoi. Donc, je l'avais mis en vente à 130 000 euros. Il est parti tout de suite. Mais après, bon, il y avait le délai légal puisqu'il y a les droits de préemption de la mairie, etc. Donc, il a été vendu tout de suite, mais il y a eu tout ce délai. Mais pendant ce temps-là, moi, il était toujours loué sur Airbnb. Donc, j'ai trouvé un acquéreur qui l'a acheté cash, donc sans condition de financement. Donc, c'est pour ça qu'au lieu de 130 000 euros, je lui ai vendu 125 000 euros. J'ai fait une petite remise sur le prix. Mais pour compenser ça, comme je l'ai loué septembre, octobre, novembre, décembre, puisque j'ai revendu le 29 décembre, le 28 décembre, on a signé la vente. Il a été loué sur Airbnb pendant 4 mois. Et donc, j'ai encaissé 5 000 euros de loyer Airbnb. Donc, 125 000 euros de vente plus 5 000 euros de revenus sur Airbnb. Voilà, ça fait une petite plus-value de 35 000 euros. Vous voyez, j'ai acheté au mois de mars, j'ai revendu au mois de décembre, sachant que j'ai pris mon temps, puisque l'appartement était complètement fini. J'ai mis un petit peu de temps pour le meubler, puisque mois de juillet, j'étais pas trop disponible. Mois d'août, je suis parti en vacances. Donc, voilà, les travaux ont été assez rapides, mais c'est moi qui ai mis du temps, en fait, à le meubler, à l'aménager et à le mettre sur Airbnb, quoi, parce que je voulais pas trop m'occuper pendant que j'étais en vacances. Voilà. Donc, j'avais une conciergerie qui s'en occupait, qui s'occupait des entrées, des sorties et boîte à clés dans les parties communes. C'est une petite copro, donc quand j'en ai parlé en réunion de copro, il n'y avait pas de problème pour ça. Donc, voilà. Donc, le prix des... Alors, je ne vais pas vous donner le prix des travaux. Quand je mets achat, c'est mon prix de revient 95 000 euros. Je l'ai acheté 48 000 euros. Donc, entre l'achat et les frais de notaire.
48 000 euros. Et dans mes 95 000 euros, je compte les travaux, l'aménagement et tous les frais que j'ai eus avec. Donc, les frais de la box Internet, les factures d'eau, d'électricité, etc. Tout compris, il m'est revenu à 95 000 euros sur toute la période jusqu'au moment où je l'ai revendu, puisque j'ai eu des frais de facture d'eau, d'électricité, de copro, etc. Donc, j'ai tout compris dans les 95 000 euros. Voilà, je vous laisse faire le calcul. Voilà, je ne l'ai pas en tête. Voilà, acheter 48 000 euros, tout compris. Donc, voilà, j'avais un bon budget de rénovation, mais bon, entièrement meublé, équipé, électroménager avec, voilà, four, micro-ondes, plaques, frigo, congélateur, etc., la hotte et tout et tout. Voilà, les amis. Alors, différence fondamentale, vous allez voir là, c'est que l'investissement locatif, le bien doit être adapté à la stratégie d'exploitation. Quand on fait des flips, quand on fait de l'achat-revente, c'est la stratégie qui va s'adapter au bien que vous pouvez acheter. En fonction de vos moyens, si vous achetez une place de parking, un garage, un terrain, un petit appartement, un grand appartement, une maison, un bien qui est en ville, qui est à la campagne, en fonction du type de bien, vous allez adapter la stratégie. Vous pouvez très bien dire j'achète, je fais des travaux, je revends. J'achète, je ne fais rien du tout et je revends. Comme j'ai fait avec la maison, j'ai juste fait passer un géomètre parce que là, ça s'y prêtait, j'ai divisé en deux. J'aurais très bien pu le faire aussi avec la grosse maison où j'ai divisé en trois, où j'ai fait mes duplex et tout ça. J'aurais très bien pu dire, je fais des plateaux, je divise en trois pour faire 3 plateaux et je revends des plateaux. Et je ne faisais pas l'intérieur. Mais bon, moi, je suis un fou, j'aime bien les travaux. Donc, après, voilà. Après, ça se calcule, tout ça. Donc, ça va permettre d'avoir une stratégie sur mesure. En gros, vous allez avoir un budget et une stratégie qui va être adaptée. Alors là, on va voir quelques stratégies en parlant, je dirais, de la moins chère à la plus chère. Donc, vous allez avoir petit budget, les parkings ou des garages. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous allez me dire comment on peut faire pour acheter, revendre un parking. Il peut y avoir, dans certaines configurations, vous achetez des parkings, typiquement des places de parking en souterrain, en dessous des immeubles. Vous achetez des places de parking. Là, bon, il faut demander l'autorisation à la copro, mais ça, c'est une condition quand vous achetez. Vous achetez les places de parking, vous les boxez, c'est-à-dire que vous montez les cloisons et vous mettez une porte de garage. Votre place de parking devient un box. Ça ne coûte pas très cher de faire ça et vous revendez un box qui se revendra plus cher que ce que ça vous a coûté. Avec des garages, voire même avec des places de parking, vous pouvez aussi les diviser, c'est-à-dire sur une place de parking, suivant sa configuration, vous tracez juste des traits au sol pour la diviser en 2 ou en 3. Au lieu de mettre une voiture dessus, vous faites du stationnement pour 3 motos et vous allez revendre la rentabilité. Parce que derrière, vous n'avez pas 50 euros de loyer qui rentrent pour une voiture, mais vous avez 3 fois 40 euros qui rentrent pour 3 motos, par exemple. Donc, comme ça se reloue plus cher, vous allez pouvoir revendre la rentabilité de votre place de parking à quelqu'un qui aura aussi un petit budget, mais qui veut faire du locatif à petit budget. Sur des garages, vous pouvez aussi diviser vos garages à l'intérieur. Vous mettez une cloison pour le diviser en 2, par exemple, avec une porte en bois. Vous cloisonnez juste avec des cloisons en bois, truc assez léger, et vous vendez ça, vous louez ça pour faire du stockage, par exemple, ou pour 2 motos dans un garage. Voilà. Et là, ça va vous permettre aussi, au lieu d'avoir un loyer, d'en avoir 2 et vous revendez la rentabilité. Donc, il y a différentes configurations, différentes possibilités avec des parkings et des garages. Et il y en a qui sont spécialisés là-dedans. Il y a même des sociétés qui sont spécialisées dans le boxage, ce qu'on appelle le boxage de places de parking. Voilà, il y a des configurations spécifiques qui sont optimisées pour ça et des stratégies aussi spécifiques pour trouver des places de parking pour pouvoir faire ça. Alors, les villes, pour être sûr de faire ça, alors ça marche mieux dans des grandes villes. Si vous êtes à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, voilà. Quand vous êtes dans des centres-villes, généralement, c'est là que ça marche mieux, puisqu'il y a souvent des problématiques pour se garer dans les rues, voire même il y a certains endroits, c'est du stationnement payant de partout.
Donc, typiquement, de toute façon, c'est là où il y a… Moi, je dis, allez chercher ça là où il y a des immeubles neufs, puisque là où il y a des immeubles neufs, c'est là où généralement il y a besoin de stationnement, et c'est là aussi où vous pourrez trouver plus facilement des places de parking. Après, il y a certaines villes, alors je sais que c'est le cas de Marseille, puisque je connais un investisseur qui a fait beaucoup de parking, qui a fait ça. Marseille, c'est le cas. Alors, certainement dans d'autres villes, mais je ne les connais pas. Si vous avez des infos là-dessus, je veux bien. C'est qu'à Marseille, pour assurer une moto pour quelqu'un qui habite à Marseille, il faut pouvoir justifier de stationner sa moto dans un garage. Sinon, la moto n'est pas assurée contre le vol. C'est une spécificité de l'assurance moto de la ville de Marseille. Alors, il y a peut-être la même chose dans d'autres villes, mais moi, c'est un ami qui a fait beaucoup, il y a plusieurs centaines de garages et de parkings sur Marseille et les environs, voilà, qui m'a informé de ça. Il y a certaines villes, voilà, où il y a une obligation d'assurance. Donc, ce qui fait que si vous optez pour cette stratégie, il y a un carton à faire dans certaines villes, quoi. Après, voilà, il y a différents types de résidences. Voilà, comme dit Fabienne, ça peut être des résidences de tourisme ou autres. Voilà, pour voir là où il pourrait y avoir des parkings à acheter et les remettre en location ou les revendre pour des gens qui habitent à proximité. Ensuite, il va y avoir un budget un petit peu supérieur. Alors, au niveau financement, pour les parkings, généralement, un parking, ça coûte pas très cher. Si vous ne pouvez pas être financé, un parking, vous pouvez très bien le financer avec un prêt à la consommation. Vous allez chez Carrefour, CTLM, Leclerc ou autre, quoi, dans leur espace de financement, et vous demandez un prêt conso de 10 000, 15 000, 20 000 euros de manière à financer ça, voire même, je vous dis ça comme ça parce qu'on est entre nous, j'en connais qui ont fait ça en faisant des prêts étudiants pour financer des garages ou des parkings, quoi, qui ont demandé 30 000 euros en prêt étudiant qui seront remboursés 5 ans plus tard, et pendant ce temps-là, ben, ils ont de l'argent pour faire des achats-reventes sur des parkings avec des petits budgets, quoi. Ça peut être une stratégie également. Ensuite, on va avoir des terrains. Donc, les terrains, simplement, vous achetez un terrain qui n'est pas viabilisé et vous viabilisez le terrain. Donc, vous faites arriver le tout à l'égout dessus, vous mettez la logette avec l'électricité, avec l'arrivée pour le téléphone. Et donc, c'est ce qu'on appelle la viabilisation. Et donc, vous revendez votre terrain viabilisé. Vous pouvez aussi diviser dans certains cas. Vous prenez un grand terrain. Alors, en tant que particulier, c'est un peu plus délicat de faire ça. C'est mieux en société, mais il y a certaines circonstances où on peut le justifier en tant que particulier. On divise un terrain en 2, en 3, vous en gardez un et vous revendez les autres, quoi. Alors, Véronique, il demande combien coûte un parking. Les parkings, il y a tous les prix, ça dépend des villes, hein. Il y a des villes, c'est 5 000 euros, il y a des villes, c'est 20 000 euros. Donc, ça va dépendre des villes. Ensuite, on va voir, au-delà des terrains, stratégie, par exemple, hein, sur les terrains. Je vais juste revenir un peu en arrière. Petite stratégie sur les terrains qui m'a été donnée par une personne qui fait du terrassement, quelqu'un que je connais qui m'avait fait du terrassement pour chez moi. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il achète des terrains quand il y a des nouveaux lotissements. Donc, il y a un lotissement qui se fait avec 10 ou 15 maisons. Il achète un terrain au milieu. Il ne fait absolument rien. Éventuellement, il met quelques piquets en bois et il tire un bout de grillage pour clôturer son terrain, histoire qu'il ne devienne pas la décharge du lotissement. Et il attend un petit peu, le lotissement se fait, les maisons se construisent, les routes, les chemins d'accès, tout ça sont faits. Donc, l'ensemble du lotissement prend de la valeur. Et une fois que tout est fait, éventuellement, mais il ne le fait même pas toujours, des fois, il dépose un permis de construire, mais des fois, il ne le fait même pas. Et ensuite, il revend son terrain. Il n'a absolument rien fait, mais le fait que le lotissement soit terminé, le terrain a pris de la valeur, il a fait une plus-value, il n'a absolument rien fait. La seule chose, c'est que ça l'oblige à attendre 1 an et demi, à peu près 2 ans maximum, le temps que le lotissement soit complètement terminé et que toutes les maisons soient finies, quoi. Et s'il veut le revendre un petit peu plus cher, ben des fois, il dépose un permis de construire et il revend son terrain avec un permis de construire accepté, avec une maison qui correspond à l'ensemble des autres maisons qui sont aux alentours, quoi. Ça lui permet de gagner un petit peu de temps. Et si les gens ne veulent pas exactement la même maison, ben ils ont juste à faire un permis modificatif.
Voilà ce qui peut être fait sur des terrains. Et la viabilisation, voilà, j'ai dit, la viabilisation, c'est juste quand tu achètes un terrain qui a absolument rien, c'est un champ, et en bordure de terrain, tu amènes l'eau, l'électricité, enfin l'eau, la logette pour l'électricité et la logette également pour le raccordement du téléphone. Et s'il y a le tout à l'égout qui passe, eh ben, raccorder le tout à l'égout avec le regard en bordure de terrain pour pouvoir raccorder le terrain au tout à l'égout. Voilà, c'est pour pouvoir rendre viable le terrain en construisant une maison dessus, quoi. Ensuite, on va voir stratégie classique, un petit peu plus cher, ça va être des appartements. Donc, généralement, les appartements, qu'est-ce qu'on fait? Ça va être de la rénovation, revente. Des fois, ça peut être de la division. On achète un grand appartement de 100 mètres carrés, on fait une division officielle, on le divise en deux et on revend les deux parties. Certains appartements, ça peut être de la transformation. Je rentre ça dans la rénovation. Transformation, vous achetez un appartement avec une chambre, par exemple. Dedans, vous créez une deuxième chambre et vous le revendez. C'est ce que je viens de faire. Je suis sur une opération en ce moment. J'ai acheté c'était un grand T2 appartement. Il y avait une seule chambre, mais il faisait 65 mètres carrés. Et j'avais une cuisine de 15 mètres carrés et à côté, une grande pièce de vie de au moins 30 mètres carrés. Et donc, comme j'avais une très grande pièce de vie et une grande cuisine qui était même pas attenante, qui était à l'autre bout de l'appartement, et ben la cuisine, je l'ai transformée en chambre, ce qui fait que mon appartement, mon T2, j'ai transformé en T3 et j'ai mis une belle cuisine dans la pièce de vie, de manière à avoir un mur, une cuisine qui prend tout un pan de mur sur laquelle on peut éventuellement rajouter un îlot et on a l'appartement dans une pièce de vie. Ensuite, on va avoir stratégie de maison. Une maison, ça peut être une maison qui va être divisée en plusieurs appartements, par exemple, ou alors simplement rénovation, revente. Ça peut être la division, ça peut être aussi garder la maison avec un petit bout de terrain et détacher un bout de terrain. Donc, on divise le terrain en deux. Vous revendez le terrain et vous regardez la maison, par exemple, pour habiter dedans. Ça peut être des stratégies comme ça également. Donc, plusieurs stratégies aussi. Après, il faut être inventif en fonction des circonstances. Et ensuite, il y a les immeubles. Alors, immeuble, la division pour de la revente à la découpe, je vous déconseille très fortement de le faire en tant que particulier parce que ça, c'est plutôt de l'activité marchand de biens puisqu'il y a un risque de requalification. Puisque pour être requalifié marchand de biens, il faut avoir une récurrence, avoir des ventes récurrentes, donc une récurrence dans les ventes. Donc, si on vendait plusieurs appartements, il y aura plusieurs ventes successives et il faut une intention spéculative au moment de l'achat. Et généralement, quand vous voulez faire ça, au moment de l'achat, vous allez marquer dans le compromis que vous achetez à condition d'avoir l'autorisation de diviser de diviser l'immeuble en plusieurs appartements, par exemple. Donc voilà, si vous avez une demande administrative pour pouvoir faire ça, ça va rentrer dans le fait que vous aviez une intention spéculative au moment de l'achat. Et donc, c'est risqué de faire de la division pour de la vente à la découpe en tant que particulier. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est vous achetez l'immeuble, vous faites passer un géomètre pour identifier l'ensemble des appartements, les découper, etc. Vous mettez les différents compteurs d'eau, d'électricité, etc. Et vous revendez l'immeuble entier. C'est ce que moi, j'ai fait avec mon premier, avec les 3 appartements. Vous achetez un immeuble et vous revendez un immeuble. Ça, c'est jouable. Et la personne qui rachète, si c'est un marchand de biens, par exemple, il pourra très bien revendre, ou même un investisseur pourra très bien revendre 1 ou 2 appartements s'il a envie, quoi. Mais moi, je vous déconseille de faire de la division pour de la revente à la découpe en tant que particulier. Voilà, donc là, plusieurs stratégies qui vont vous permettre d'avoir des stratégies qui vont être adaptées à votre budget. Et avec un petit budget, notamment, vous pouvez partir avec des parkings. Le fait de faire 1 ou 2 opérations avec des parkings, ça va peut-être vous permettre de financer l'achat d'un terrain ou l'achat d'un appartement qui, une fois revendu, va vous permettre de financer une maison ou quelque chose de plus gros. Alors, des fois, il faudra faire 1 ou 2 opérations pour pouvoir passer à l'étape d'après. Mais vous voyez qu'il y a un effet qui permet d'avoir un effet boule de neige, quoi, de gravir les échelons, si je puis dire, au fur et à mesure des opérations. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vais répondre à quelques questions. Avant ça, je vais juste vous annoncer ce qu'on va voir dans le prochain cours, puis voir si vous avez des questions par rapport à tout ça et aux différentes rénovations que j'ai pu faire. Donc là, je voulais vraiment vous présenter
les opérations qu'on peut faire, comment on peut les faire et ce qu'on peut gagner avec ces opérations. Moi, je vous en ai présenté quelques-unes. Alors, c'est vrai que de la division de terrain, j'ai pas eu l'occasion d'en faire. Voilà, j'ai fait des appartements, j'ai fait de la division de maisons, j'ai fait de la création de logements. Ce que j'ai pas fait encore aujourd'hui, j'ai eu sur une opération, je vous en parlerai demain, une opportunité pour faire une maison avec un découpage pour revendre la maison et le terrain à côté, mais c'est une opération qui n'a pas été au bout, malheureusement. Problème de délai, voilà, et les vendeurs n'ont pas accepté de prolonger le délai. Donc, du coup, l'opération s'est pas faite. Je vous présenterai ça demain. Mais voilà, je voulais vous présenter tout ça aujourd'hui. Alors, dans le prochain cours demain, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir justement comment trouver ces biens qui se revendront plus cher. Voilà, je vous présenterai quelques stratégies. Là, on va vraiment être sur du concret demain. Un site que vous connaissez certainement pas, que vous pourrez utiliser pour faire vos recherches. C'est maintenant il y a beaucoup de professionnels de marchands de biens qui utilisent ce site-là et qui est pas très connu et c'est vraiment une pépite, ce site. Voilà, puis des stratégies aussi pour chercher en dehors des annonces et avec des stratégies, vous verrez, qui sont un petit peu inattendues pour trouver des biens. On verra ensuite comment financer un achat-revente, puisque les banques n'aiment pas, et on verra pourquoi les banques ne peuvent pas, mais on verra donc comment financer un achat-revente. Quelques stratégies aussi pour voir comment revendre plus cher. L'appartement que j'ai revendu à Vienne, vous voyez, j'ai revendu 35 mètres carrés, 95 000 euros. Je vous laisse faire le calcul. Tiens, je vais le faire avec vous, vite fait. J'ai vendu 125 000 euros un appartement de 35 mètres carrés. Voilà, ça fait du 3 500 euros du mètre carré, sachant que là-bas, on est plus aux alentours de 2200 euros, 2200, 2300 euros du mètre carré. Moi, je l'ai revendu entièrement meublé, équipé à 3005, simplement parce que j'ai vendu la rentabilité et je n'ai pas vendu des mètres carrés. Donc, je vous montrerai demain vraiment comment revendre plus cher avec quelques stratégies, notamment au niveau des annonces, etc. Comment faire aussi pour vraiment adapter vos annonces pour pouvoir revendre plus cher. Voilà les amis, maintenant je vais revenir face à vous et puis je vais me faire un plaisir de répondre à vos différentes questions. Est-ce que c'était OK avec vous? Est-ce que ça vous a plu ce que je vous ai présenté aujourd'hui? Est-ce que ça vous a ouvert un petit peu les yeux sur les possibilités, les opportunités et les faisabilités de ce que vous pouvez faire avec de l'achat-revente? Alors, ouais, il y a Jean Blanche également. OK, super. Donc, je trouve ça intéressant, OK, pour Aurélien. Je vais remonter un petit peu. Merci, Véronique. Je vais remonter un petit peu dans les questions. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui m'ont posé les questions précédemment. Tac, 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 tac. Toc, toc. Digio qui demande l'impact du DPE sur l'achat-revente. Il faut avoir un DPE pour revendre. Alors, c'est sûr que maintenant, on en reparlera aussi des contraintes de DPE. Aujourd'hui, il y a des opportunités à prendre et je vous parlerai demain aussi justement sur comment trouver les bonnes affaires. Je vous parlerai aussi demain de comment trouver des biens dans lesquels il faut faire de la rénovation énergétique, mais surtout, je vous donnerai aussi les limites et les précautions à prendre parce qu'il ne faut pas faire ça. Il y a certains points particuliers auxquels il faut être très méfiant parce que parfois, vous ne pourrez pas forcément avoir une augmentation du DPE comme vous le voulez en fonction des biens, mais l'impact du DPE, ça peut être intéressant pour faire des opérations en achat-revente. C'est sûr qu'aujourd'hui, si vous voulez vendre un appartement qui est en F ou en G, ça va être compliqué, quoi. Alors Aurélien, normalement, il n'y a plus le DPE vierge. Normalement, il ne doit plus y en avoir. Maintenant, il ne peut plus y avoir de DPE vierge. Le DPE doit être fait. Avant, le DPE, en fait, on mettait vierge parce que le DPE était fait en fonction des factures de consommation électrique ou de consommation d'énergie, d'électricité, de gaz. Et donc, quand il n'y avait pas de consommation, ils mettaient DPE vierge. Maintenant, le nouveau DPE, qui est obligatoire maintenant, avant, on pouvait encore traîner les anciens, maintenant on ne peut plus, depuis le début d'année. Il ne peut plus y avoir de DPE vierge puisque le DPE est fait en fonction de la composition de l'appartement. Donc, même s'il n'y a pas les factures d'électricité, c'est pas grave.
le DPE sera fait en fonction du mode de chauffage, par exemple, et pas en fonction de la facture. Donc, les DPE vierges, c'est terminé. Ah, Nadine, récession pour lésion, c'est toi qui m'avais parlé de ça hier, je ne sais plus. Alors, récession pour lésion, en fait, c'est pas quand on revend trop vite, c'est quand on revend un bien pas assez cher. C'est, mettons, tu as un bien qui vaut 100 000 euros et tu le revends 30 000. Là, il y a un problème. Et donc, derrière, il peut y avoir un problème avec ça, ou si tu revends un bien beaucoup plus cher sans pouvoir le justifier. Là, notamment, si tu fais aucune transformation, par exemple, il peut y avoir un problème avec ça. Si tu achètes un bien, mettons quelqu'un qui a vendu un bien 100 000 euros, tu ne fais absolument rien dedans et tu le revends 200 000, il peut y avoir un problème avec ça. Par contre, si tu achètes un bien, comme moi j'ai fait là, qui est un plateau, dedans tu refais tous les travaux, tu l'aménages complètement, tu refais tout dedans, tu l'aménages, tu fais des meubles, tu le revends beaucoup plus cher, ben, le bien que tu revends, c'est plus du tout le même que celui que tu as acheté. Donc, il n'y a pas de comparaison possible, quoi. Ça peut être le cas, notamment quand tu achètes un plateau et que tu transformes et tu revends un appartement, ou tu achètes un immeuble en ruine et tu refais tout l'immeuble et tu le revends complètement, il y a un delta entre le prix d'achat et le montant où tu le revends qui n'a rien à voir. Donc, c'est surtout si la personne qui te l'a vendu veut revenir parce que tu l'as revendu trop cher. Mais si tu peux justifier avec des travaux, il n'y a aucun problème avec ça. Moi, j'ai le cas notamment, je suis sur un projet pour refaire une maison. La maison, je l'ai achetée 75 000 euros et j'avais 400 000 euros de travaux dedans. Parce que ce que j'ai acheté, c'est une ruine. Donc, voilà, il faut refaire tout, les charpentes, les toitures, les façades, les planchers. Voilà, je reconstruis le bâtiment à neuf. Donc, derrière, c'est sûr que avec plus de 400 000 euros de travaux dedans, je pourrais forcément pas le revendre quasiment au prix où j'ai acheté, quoi. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ouais. Donc, comme dit Karl, voilà, pas mal de possibilités. C'est vrai qu'après, vous pouvez même les cumuler, faire différents types d'opérations. Y a-t-il besoin de l'accompagnement d'un architecte pour le découpage et la décoration? Pas nécessairement. L'architecte est obligatoire uniquement pour déposer des permis de construire quand on est en société. Moi, en tant que marchand de biens, je suis obligé de passer par un architecte pour poser un permis de construire. Je ne peux pas déposer un permis de construire en tant que société. Par contre, un particulier peut très bien déposer tout seul un permis de construire. Mais ce n'est pas une obligation. Il faut un architecte quand on fait de la création de surface. Je ne sais même plus combien c'est, mais voilà, je crois que c'est au-delà de 100 mètres carrés. Il faut un architecte pour poser un permis de construire. Mais tout ce qui est découpage, décoration, il n'y a pas besoin. Pour un découpage, que ce soit d'un appartement ou d'une maison ou d'un terrain, il faut juste un géomètre. Et derrière, tout ce qui est décoration, tout ça, moi, tous mes plans, mes décorations, tout ça, c'est moi qui le fais. Mais si tu n'as pas d'inspiration, tu peux aussi passer par une décoratrice ou un architecte d'intérieur pour le faire, quoi. Alors, que faut-il faire pour obtenir un DPE sans que ça nous coûte trop cher? Y a-t-il des astuces sans que ça coûte? Changement de radiateur, sans partir dans des travaux type isolation extérieure, changement de fenêtre. Après, malheureusement, pour avoir un bon DPE, la seule solution, c'est de faire des travaux, quoi. Alors, il y a une chose qu'il est possible de faire. Alors déjà, si aujourd'hui vous achetez un bien, on va dire un appartement qui va être soumis au DPE, déjà vous allez avoir le DPE et avec le nouveau DPE, dedans il y a donc la lettre. Mettons vous avez un DPE F aujourd'hui. Dans le DPE, il est écrit le type de travaux que vous devez faire pour augmenter la note. En disant, et ça va vous écrire dedans, si vous faites l'isolation intérieure et que vous changez les fenêtres, par exemple, voilà la note que vous allez avoir. En faisant tel et tel type de travaux, voilà les types la note que vous allez avoir. Donc ça va permettre de l'anticiper. Mais il est aussi possible pour vous, en fonction des types de travaux que vous voulez faire, de faire ce qui s'appelle, alors tous les diagnostiqueurs ne le font pas, c'est demander au diagnostiqueur de faire un DPE projeté. C'est-à-dire que vous dites, moi, si je fais tel et tel travaux, quelle sera ma note? Et donc là, en fait, il vous fait un DPE en disant, voilà, si l'appartement
à telle et telle configuration. Donc voilà, isolation par intérieur avec tel type d'isolation, isolation du plancher, du plafond, changement du système de chauffage, mettez une VMC, etc., etc. Voir en fonction du type de travaux que vous voulez faire, eh ben, il va vous projeter la note. Et après, quand vous allez faire les travaux, eh ben, vous le rappelez et simplement, il vous transforme le DPE projeté en DPE final, en DPE réel, et ça coûte beaucoup moins cher et vous savez où vous allez. Mais pour augmenter la note, pour passer de F et pour le monter, si on veut le monter en B, C, D, ben, il faudra forcément faire des travaux, quoi. Alors, le changement de radiateur, c'est pas forcément nécessaire parce que c'est le mode de chauffage, c'est-à-dire que si les radiateurs, quels qu'ils soient, ça peut être du changement du radiateur dernier cri hyper économique, programmable, etc., ou des vieux grippins qui consomment à mort. Ça n'a aucune incidence sur le DPE. Le DPE sera basé uniquement sur le mode de chauffage. Donc, c'est le mode de chauffage qui va impacter la note, mais pas le type de radiateur. Donc, si c'est du chauffage électrique, mettons, si vous avez un chauffage, je dis n'importe quoi, un chauffage au fioul, par exemple, qui est très mauvais au niveau des notes, vous pouvez dire, je change le chauffage au fioul et je mets des radiateurs électriques. Ça va modifier la note, quel que soit le type de radiateur. Mais si vous changez des radiateurs électriques pour d'autres radiateurs électriques, il n'y aura aucune incidence sur la note. Les ballons d'eau chaude, c'est pareil. C'est le type de production d'eau chaude. Si c'est un ballon électrique, ça ne va pas forcément être bon et ça sera mieux si c'est un ballon thermodynamique. Mais ce n'est pas par rapport au type de ballon d'eau chaude, ça sera par rapport à l'énergie qui est utilisée pour produire l'eau chaude. Oui, Boris, si je refais tout à neuf, je suis en TVA à 20% et en plus, en tant que société, j'ai d'autres contraintes. Donc, c'est pour ça que ce bâtiment dans lequel je vais devoir tout refaire, si c'est de ça que tu parles, quand on refait à neuf, en effet, c'est de la TVA à 20%. Oui, Henri, quand on fait de la division, c'est une des contraintes, c'est à voir en fonction des communes. Il faut généralement, quand on crée du logement, si on crée du logement, il faut créer des places de stationnement. C'est le cas dans la majorité des villes. Après, il peut y avoir des dérogations quand on est en ville et qu'il y a des transports en commun par rapport à la distance des transports en commun, où on peut dire, si on est en plein centre-ville, il n'y a pas de possibilité matérielle de créer des places de stationnement. Mais par contre, on demande une dérogation parce que il y a les bus, les métros, les tramways qui sont à moins d'une certaine distance. Mais ça, c'est noté dans les PLU, dans le plan local d'urbanisme. Et ça dépend de chacune des villes. Il n'y a pas une règle générale. Ça dépendra vraiment de chaque ville. Sofiane qui demande comment j'arrive à faire visiter les appartes en ayant simplement signé un compromis. Ben, simplement, quand moi je signe mon compromis, je demande l'autorisation et je demande. Alors généralement, j'achète par l'intermédiaire d'un agent immobilier et le deal. Alors c'est prévu. Hein, moi, quand j'achète, la personne à qui j'achète sait que derrière je remets en vente d'une manière différente. Comme là, quand j'ai acheté l'ensemble avec les deux maisons. Il savait que derrière, j'avais fait une transformation pour revendre les deux parties séparément. Et je demande à ce que l'autorisation à pouvoir faire des visites pendant que je suis en train d'acheter pour pouvoir, ne serait-ce que pour faire les devis pour les travaux et en même temps pour faire visiter le bien. Et généralement, si on dit que c'est l'agent immobilier qui garde la clé et que c'est lui qui fera les visites, ça ne pose aucun problème, quoi. Nour, comment je trouve des artisans ou des entreprises fiables avec qui travailler? Alors, généralement, par recommandation. Alors, moi, j'investis dans mon secteur. Enfin, j'achète tout ce que j'achète, c'est dans mon secteur. Donc, les entreprises, ça fait plus de 20 ans que j'habite là, je les connais, j'en connais pas mal. Mais généralement, j'ai un entrepreneur qui va m'en recommander un autre. Mettons, j'ai par exemple, mon façadier, c'est mon entrepreneur tout corps d'État qui m'a recommandé le façadier. J'en ai parlé à un maçon que je connais également. Le maçon m'a recommandé le même façadier. Donc, du coup, j'ai fait appel à lui. J'ai demandé quelques autres devis aussi. Voilà, comme ils se tenaient tous, tant qu'à faire, je suis passé vers celui qui m'a été recommandé. Pareil avec le maçon, il y en a plusieurs autour de chez moi.
J'ai discuté avec quelques personnes autour de moi qui avaient déjà fait de la construction, des architectes aussi qui sont dans mon secteur. Il y en a beaucoup qui m'ont recommandé tel maçon. Et ben, du coup, j'ai commencé à travailler avec lui. Et voilà, généralement, c'est comme ça, par connaissance, en demandant que ce soit à des agents immobiliers, à des architectes ou à d'autres entrepreneurs. Si vous avez un maçon, si vous connaissez le maçon, vous demandez s'il connaît un bon plaquiste, par exemple. Et essayez d'y aller comme ça par recommandation, quoi. Alors, quelles sont les conséquences d'avoir un statut de marchand de biens? Je vous en reparlerai de ça. Alors, faire attention, le statut de marchand de biens n'existe pas, c'est un défaut de langage. C'est pas un statut marchand de biens, c'est une activité, c'est un métier avec un code APE. Donc, c'est en fait quelle est la conséquence entre le faire en tant que particulier ou le faire en tant que professionnel. Quand on va parler de statut, le statut généralement c'est fiscal. Comme on a le statut de LMP et de LMNP, c'est un statut fiscal, alors que marchand de biens, c'est pas un statut fiscal, c'est juste, c'est un statut juridique. Donc, c'est est-ce qu'on est en société ou est-ce qu'on est en tant que particulier. Donc, en fait, c'est qu'on est en tant que société. Donc, en tant que société, ça veut dire qu'il faut avoir des statuts, il faut avoir un comptable, il faut avoir des assurances. Les conditions d'emprunt, c'est les conditions des professionnels. Donc, les taux d'intérêt sont quasiment au double de ce qu'on voit aujourd'hui en tant que particulier. Il y a de la TVA, il peut y avoir, enfin, marchand de biens, c'est spécifique parce qu'il y a 3 types de TVA, mais globalement, on est soumis, en tant que société, on est soumis à la TVA. Il y a des contraintes, comme je l'ai dit un petit peu avant, quand on doit poser un permis de construire, on est obligé de passer par un architecte pour poser un permis de construire. Voilà, on a des obligations aussi en fonction de certains types de travaux, d'avoir certaines assurances. Donc, pas mal. Et on a la responsabilité en plus, c'est qu'on est responsable de tout. Quand on revend un bien en tant que particulier, on est responsable de rien. On revend le bien en état et on se décharge de tout. Alors que quand on revend le bien en tant que professionnel, s'il y a des problèmes derrière, on est responsable du bien qu'on vend, un petit peu comme s'il y avait une garantie sur le bien qu'on revend, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que même si vous avez dans l'idée de devenir marchand de biens professionnel, de créer une société, je recommande toujours de faire 1 ou 2 opérations avant en tant que particulier, déjà pour voir comment ça se passe. Ça permet au niveau des banques de montrer aux banques que vous allez avoir une certaine expérience déjà avec 1 ou 2 opérations, et ça permet aussi d'avoir de la trésorerie puisque quand on emprunte en tant que professionnel, c'est en tant que débutant, c'est entre 20 et 30% d'apport sur des opérations. Après, on peut descendre un petit peu moins avec de l'habitude et avec des banques avec qui on a l'habitude de travailler. Mais sinon, il faut aussi pas mal de trésorerie aussi d'avance et pas mal d'apports. Donc, voilà, il faut de la trésorerie pour être marchand de biens, quoi. C'est pour ça que j'ai vendu mes différents biens avant de créer ma société, puisqu'il me fallait de la trésorerie pour commencer mon activité, quoi. Pour la division de terrain, presque quelle précaution prendre au niveau du compromis? C'est simplement d'avoir une condition suspensive, de dire que on achète à condition d'avoir une autorisation de division de la mairie. Et à ce moment-là, il faut faire venir un géomètre. Le géomètre, à ce moment-là, ou même vous, avant de faire passer le géomètre, c'est simplement faire un plan succinct et le soumettre à la mairie. Et c'est une déclaration préalable de division pour demander l'accord à la mairie de faire ce type de division. Et une fois qu'on a l'accord, à ce moment-là, vous êtes sûr que vous allez pouvoir le faire, quoi. Oui, Henri, les marchands de biens, les banques n'aiment pas. Alors après, il y a des banques spécifiques pour les marchands de biens. C'est pas les mêmes banques, c'est pas forcément des banques qui ont pignon sur rue. Tu vas pas aller voir la caisse d'épargne du coin de la rue pour financer un projet en marchand de biens. La plupart des banques ont des cellules spécialisées maintenant pour les marchands de biens qui n'ont même pas d'agence qui donne sur les rues, quoi. Ils sont dans des bureaux cachés et c'est le banquier qui se déplace dans les entreprises. Moi, j'ai eu 2 banquiers, donc c'était du Crédit Agricole et de la Caisse d'épargne, des cellules spécialisées marchands de biens. Je suis jamais allé dans leur bureau, c'est eux qui viennent chez moi.
Voilà, mais c'est des divisions, c'est des branches qui sont spécialisées, et voire même des fois, si vous demandez leurs coordonnées dans une agence, dans les agences, ils ne les connaissent même pas. Donc, ils sont connus généralement par relation entre marchands de biens. On se refile les coordonnées des différents, ce qu'ils appellent des chargés d'affaires là-bas, des différents chargés d'affaires qui travaillent dans ces cellules spécialisées pour les marchands de biens et les promoteurs, quoi. Pensez bien que quand vous avez un promoteur qui va construire un immeuble, c'est pas le banquier du coin de la rue qui lui finance ça, c'est une cellule spécialisée dans la banque qui va s'en occuper, quoi. Attendez, j'ai un petit truc sur mon écran là. Toc, toc, toc. Alors, combien de flips peut-on faire par an? Légalement, il n'y a absolument rien de marché. Je vous déconseille d'en faire plusieurs, parce que là, bon, il pourrait toujours y avoir un effet de récurrence, on va dire. Je vous déconseille d'en faire plusieurs. Après, un flip dans l'année, alors ça dépend ce que c'est. Si vous revendez 2 garages ou 2 places de parking, c'est pas trop le problème. Par contre, si vous revendez 2 ou 3 appartements dans l'année, il faut être un petit peu méfiant. Mais officiellement, légalement, il n'y a aucune quantité de limitée. On peut très bien revendre plusieurs biens dans l'année. Ce qu'il faut surtout, c'est si on revend plusieurs biens dans l'année, il faut pouvoir justifier de la raison à la banque, aux impôts, pardon, pouvoir dire, ben voilà, moi j'ai revendu 3 appartements cette année pour telle ou telle raison. J'avais besoin d'argent, c'était pour sauver mon commerce, c'était pour créer ma société, c'est parce que je déménage, voilà, c'est parce que j'ai eu des refus bancaires, parce que j'ai trop d'emprunts, donc il fallait que je me désendette, donc il fallait que je vende pour rembourser mes crédits. Voilà, il peut y avoir plusieurs explications, mais ça se prépare. Et c'est ce que j'appelle préparer l'histoire fiscale. C'est quelque chose qui s'anticipe au niveau des impôts. Donc, Banche qui demande combien faut-il pour commencer une activité de marchand de biens. Je dirais qu'aujourd'hui, à moins de 30 000 ou 50 000 euros, c'est compliqué, quoi. Parce que déjà, il y a tous les frais de création de la société, les avances qu'il faut faire. Et puis, avant de faire une première opération, il va y avoir des frais. Donc, les comptes bancaires de société sont payants. Il va falloir payer les assurances, il va falloir payer le comptable, il va falloir payer l'avocat qui va faire les statuts. Donc, ça fait pas mal de frais à sortir. Et après, il va falloir avoir encore suffisamment d'apports pour faire une première opération. Donc, aujourd'hui, avec moins de 50 000 euros, c'est compliqué. Nassim Ki, combien de trésorerie pour créer sa société? Moi, ma société, j'ai commencé avec un capital de 5 000 euros, mais c'est pas tellement. Il n'y a pas beaucoup d'impact. Bon, alors après, il ne faut pas créer une société à 1 euro, mais le minimum, ça va être 5 000 euros, on va dire. Voilà, si on peut mettre 10 000 en capital de société, c'est mieux. Mais moi, j'ai commencé avec 5 000 et j'ai financé mes projets. Voilà, il n'y avait pas trop de problème avec ça, quoi. Blanche qui me demande, alors Blanche, je suppose que tu mets ici un dépôt de garantie en tant que marchand de biens. Le dépôt de garantie, c'est, si on parle de la même chose, hein, c'est le dépôt de garantie quand on achète, quand tu signes un compromis et que le notaire du vendeur peut demander un dépôt de garantie. Moi, je n'en ai jamais payé, que ce soit en tant que particulier ou en tant que particulier ou en tant que professionnel. Je n'ai jamais laissé de dépôt de garantie. Simplement, je leur dis, moi, j'ai besoin de mon argent parce que soit quand j'étais en tant que particulier, je dis, moi, c'est la banque qui va tout me financer et la banque veut que je puisse justifier que j'ai de l'épargne. Donc, si je mets l'argent chez vous, j'aurai plus d'épargne. Donc, ça va coincer. Donc, je ne peux pas laisser de dépôt de garantie parce que sinon, je risque de pas avoir mon financement. Donc, je le justifiais comme ça. Et aujourd'hui, en tant que professionnel, en tant que marchand de biens, comme notre métier, c'est de faire plusieurs opérations, on n'a pas une trésorerie qui est infinie et on ne peut pas bloquer de la trésorerie pendant plusieurs mois en tant que société, juste pour faire plaisir à un notaire. En tant que professionnel, on ne laisse pas de dépôt de garantie. Donc, ça n'a jamais posé de problème et je n'en ai jamais laissé. Et tous les marchands de biens que je connais n'en laissent pas. La dommage ouvrage pour les travaux en cas de revente, ça va dépendre du type de travaux. Si c'est des gros travaux que tu vas toucher aux grosses œuvres, il vaut mieux en avoir une.
mais il faut faire attention parce que ça coûte cher. Donc, moi, généralement, je me raccroche sur les assurances j'ai jamais fait de gros travaux de structure. Je me raccroche moi sur les assurances des entreprises. Par contre là, j'ai un très gros projet dans lequel on va refaire des murs, des façades, des charpentes, des toitures, etc. À ce moment-là, même là, les banques demandent à la fois les assurances dommages ouvrages et en même temps les décennales quand il y a vraiment des gros travaux de structure, quoi. Donc quand c'est des petits travaux, les banques vont le demander à avoir les décennales des entreprises, pas nécessairement une dommage ouvrage. Et là, la dommage ouvrage, ça va être toi qui devras l'avoir, mais si tu fais des travaux de gros œuvres. Et ça, après, généralement, c'est en fonction des projets. Le garde-fou, ça va être aussi la banque, parce qu'en fonction des types de projets qui vont être financés, donc les travaux sont financés par la banque, et la banque va dire, OK, moi, je finance ce projet-là, à condition que sur le projet, vous ayez telle et telle assurance. Et après, quand vous allez voir l'assurance, elle va dire, OK, nous, on vous couvre le projet à condition que vous ayez telle et telle garantie qui soit couverte, quoi. Donc après, c'est pas quelque chose qu'on invente, hein, les assurances. Il faut demander au banquier ce qu'il veut comme assurance. Et après, il faut demander à l'assurance dans quelle mesure il couvre le projet et les différentes assurances qu'il peut y avoir, quoi. Non, il n'y a aucune carte pour faire de l'achat-revente en tant que marchand de biens. Les cartes aujourd'hui, ça va être notamment la carte T, la carte de transaction, c'est pour pouvoir revendre les biens des autres. Donc c'est ce qu'ont les agents immobiliers parce que les agents immobiliers revendent à d'autres personnes. Ils sont intermédiaires. Les biens ne leur appartiennent pas et ils revendent à d'autres personnes. Quand tu es marchand de biens, c'est ton propre bien que tu mets à la vente. Donc, si tu revends par un agent immobilier, l'agent immobilier, il a la carte T, la carte de transaction. Et si tu revends toi-même en mettant ton bien à la vente sur le bon coin, c'est ton propre bien que tu revends. Donc ça, tu peux très bien le faire. Il n'y a pas besoin de carte pour ça. Alors, Patrice, je ne peux pas te donner de coût de viabilisation de terrain parce que la viabilisation de terrain, il y a trois choses qui vont rentrer en compte sur de la viabilisation de terrain. Il va y avoir la distance entre, mettons, si tu veux raccorder au tout à l'égout par rapport à là où il y a je dirais l'accès au tout à l'égout par rapport à ton terrain. Les distances, si tu dois amener l'électricité, si c'est des poteaux ou alors si c'est des tranchées qu'il faut faire dans la rue, si c'est de l'électricité enterrée et que ce soit l'un ou l'autre de la distance entre le poteau et ton terrain pour pouvoir amener la logette électrique. S'il y a 10 mètres, 20 mètres ou 200 mètres, ça ne sera pas les mêmes coûts. Il y a aussi au niveau de terrassement, s'il y a des tranchées à faire sur ton terrain, la composition du sol. Est-ce que c'est un sol qui est très dur, rocailleux, tout ça, il va falloir taper au marteau-piqueur, ou alors est-ce que c'est un sol où c'est juste de la terre toute molle, et la distance. Et également, chose à laquelle on pense très rarement, c'est le dénivelé du terrain. Si tu as un terrain plat ou un terrain en pente, les coûts ne sont pas les mêmes parce que des fois, quand le terrain est en pente, il va parfois falloir creuser plus profond que si c'est un terrain plat. Donc, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui rentrent en jeu. Pour l'anecdote, moi, j'étais sur un projet où je devais acheter un terrain pour construire 2 maisons dessus. Donc, j'avais un budget de viabilisation qui avait été fait, de terrassement qui avait été fait par un terrassier que je connais, c'est un ami. Et suite à ça, on a fait l'étude de sol. Et avec l'étude de sol, ils nous ont dit non, c'est un assainissement individuel qu'il fallait avoir, donc il faut sceptique. Et ils nous ont dit non, pour le champ d'épandage, on est obligé on peut pas le mettre là parce que en sous-sol, il y a de l'argile. Il faut le reculer de 20 mètres. Le problème, c'est qu'en le reculant de 20 mètres, je me retrouvais à avoir ma maison qui était dans la pente du terrain. Et vu les travaux qu'il y avait pour casser cette pente, quoi, pour rendre le terrain à peu près plat. Le terrain était très pentu, quoi. En gros, la construction de la maison à cause de ce surcoût du terrassement, la maison me coûtait le prix auquel j'avais prévu de la revendre, quoi. Donc, à cause des coûts de terrassement, je n'ai pas pu faire le projet et ces coûts de terrassement ont été induits par le fait qu'il fallait reculer le champ d'épandage de l'assainissement d'une vingtaine de mètres, quoi.
Donc, des fois, on a des imprévus comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant et c'est important de tout anticiper au niveau des coûts, quoi. Voilà. Donc, c'est difficile, hein, quels que soient les projets. Voilà, il y a plein de configurations différentes, comme voilà, quelqu'un qui va me demander des coûts au mètre carré, par exemple, de travaux. Bah, les coûts au mètre carré, si on est à la campagne, si on est en ville, si on est dans Paris, ou si on est à Lille, ou si on est à Marseille, les coûts de travaux sont complètement différents. Parce qu'il y a des contraintes qui sont différentes et parfois même la main-d'œuvre entre le nord de la France et le sud de la France, le coût de main-d'œuvre n'est pas le même. Donc, c'est difficile d'anticiper des coûts de travaux, quoi. Voilà, les amis. Ben, je crois avoir répondu à l'ensemble de vos questions, puisque j'en vois plus ici. Voilà, on s'est fait encore une bonne session ce soir. Donc, demain, on rentrera vraiment dans le concret où je vous partagerai vraiment des informations sur le site à utiliser. Je vous montrerai le site à utiliser pour faire vos recherches, plusieurs stratégies pour trouver les bonnes affaires. Voilà, comment les financer, comment revendre aussi avec des stratégies. Je vous montrerai le modèle, l'annonce simplement que j'ai mis, ce dernier appartement que j'ai revendu beaucoup plus cher que le marché, celui que j'ai vendu au mois de décembre. Je vous montrerai l'annonce. Voilà le type de photo que j'ai mis, comment j'ai rédigé cette annonce et pourquoi j'ai écrit telle chose à tel endroit dans l'annonce. Donc, quelque chose de vraiment, on va être dans de la pratique demain. Donc, je vous recommande vraiment d'être là. Le replay sera disponible, donc comme pour la session d'hier. Donc, dès demain matin, vous aurez le replay disponible sur la plage replay et je vous mettrai également le message dans le groupe Telegram puisque vous avez tous les replays qui seront sur une même page. Voilà, merci à tous pour votre présence. En tout cas, c'est encore bien dynamique, des questions très intéressantes de votre part. Blanche, oui, session d'aujourd'hui et la session d'hier seront disponibles sur la même page du replay. Si tu es inscrite dans le groupe Telegram, tu as les liens dans les posts précédents du groupe Telegram. Voilà, merci à tous pour votre participation. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis donc à demain. Merci à tous. Bonne soirée. Ciao, ciao.